Bonjour! Allô! Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de Démo Radio. Aujourd'hui, on a reçu Jean-Philippe Barry-Guérard et Étienne Gallois qui sont venus nous parler, en fait, de la série Haute Démolition, qui est une adaptation du roman de Jean-Philippe qui porte le même nom. Ouais, et qui est paru, lui, en 2021, il me semble. Exactement. C'était une conversation vraiment intéressante. On a vraiment trippé. Ouais, deux personnes ultra généreuses, fait qu'on a pu parler autant de la série que l'apprentissage des textes, vu que ça mêle stand-up et jeu, évidemment, vu que c'est une série. Ouais. Et autant aussi juste du milieu des arts en général, des écoles, et plus encore. Plus encore. Donc, pour le savoir, vous allez devoir regarder l'épisode. Fait qu'on espère que vous allez tripper autant que nous on a trippé. Oui. Ouais. Bon visionnement! Ben on pourrait commencer tout de suite par vous nous expliquer un peu c'est quoi Haute Démolition, juste l'histoire pour comme mettre les gens au contexte de ça. Ouais, ben, on peut l'expliquer en une demi-heure ou en 30 secondes. Ben, en gros, Haute Démolition, c'est l'histoire de Raph, qui est un humoriste qui vient de sortir de l'école. Ses affaires vont pas aussi bien qu'il voudrait. Ça lève pas. Il y a un très bon ami à lui, ennemi, Sam, dont les affaires vont très bien puis qui en vit beaucoup. Puis tout va bien pour lui et il sent que c'est un petit peu injuste. Puis finalement, il va rencontrer une fille, Laurie, qui est une scripteuse, apprentie scripteuse, avec qui la rencontre va être super enrichissante, qui va tomber amoureux d'elle, il va se mettre à travailler avec elle, ça va propulser sa carrière jusqu'à ce qu'il y ait une certaine rupture, puis que ça dérape. Est-ce que j'ai bien résumé? Ben oui, full. Cher interprète de Raph. Ben oui, vraiment. Parce que mentionnons-le, l'interprète de Raph, c'est... J'ai rien à ajouter, c'est vraiment bien. Puis même, je trouve qu'à chaque fois, tu trouves des nouvelles façons nice de l'expliquer. Frenemy, tu t'es dépassé. Ben oui. Je pense que c'était vraiment le moment clé. Mais après ça, Guy Bertrand de Radio-Canada serait pas content s'il m'entendait. Non. On n'est pas à Radio-Canada, fait non, c'est comme... c'est correct. Il y a des sous-titrés, ami, très mignon, ami. Fait qu'il faudra absolument regarder le podcast parce qu'à ce moment-là, ça marcherait pas. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, par rapport à la relation entre Raph et Laurie, moi, c'est drôle parce que j'ai lu le livre après Charlie, puis pendant que je le lisais, Charlie arrêtait pas de me dire tu sais, on haït full Raph vite, puis moi je comprenais pas pourquoi on haïssait Raph vite parce que je trouve que c'est arrivé vraiment tard. Puis même dans la série, j'ai eu de la misère à comprendre pourquoi tant que ça dérape de même cette relation-là. On le comprend mieux, je trouve, dans la série parce qu'on a le point de vue de Laurie et de Raph, mais dans le livre, j'ai tellement eu de la misère à comprendre, puis pourtant Charlie avait l'air convaincu que c'était comme une évidence. Moi, j'ai l'impression de passer complètement à côté de quelque chose. Ouais. J'aime ça quand deux personnes n'ont pas la même lecture de ce que j'écris. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Étienne? Ben, moi, j'en pense que c'est parce que je me souviens du livre aussi. Puis moi aussi, je me souviens que je me disais, hey, tu sais, Raph a ce trou de cul, tu sais, nanana. Mais je pense parce que la narration de Laurie, tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'au grand écran, même, puis c'est surtout à la télé ou au cinéma, quand t'as le point de vue du personnage principal, qu'il soit l'antagoniste, le méchant ou le gentil, on s'attache à cette personne-là, même si c'est le méchant ou le gentil, tu sais. Fait comme dans le livre, c'était plus facile, j'ai l'impression d'haïr Raph parce que tu prenais un peu le bord de Laurie, tu sais. Ouais, mais moi, on dirait que, justement, vu que, tu sais, dans la manière qu'elle narrait l'histoire, tu sais, on voyait vraiment qu'elle reprenait comment Raph la voyait, comment il l'idéalisait, puis là, fait que moi, je la trouvais plus gossante, moi, que j'avais de l'empathie pour elle au début, parce que ça dérape un peu, là. Mais au début, je comprenais pas pourquoi ça allait tout d'un coup, ça dérapait de même, surtout qu'il avait l'air tellement trippé au chalet. Ça avait l'air d'être tellement insane comme relation. Mais même en écoutant la série, à un moment donné, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudainement on dirait qu'elle a plus d'amour pour lui, genre un peu comme du tout au tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup l'effet, puis c'est ça qui est le fun dans la série, vu qu'on a creusé l'écart d'âge entre moi puis mettons Léane qui joue Laurie, c'est que tu sais, un moment donné, tu sais, toute la trame où tu sais, comme on comprend qu'elle est enceinte puis tout, tu sais, moi, l'épisode où on va brosser, puis tu sais, je suis chômeur, je suis pas prêt à avoir un enfant, tu sais, je pense que c'est là le déclic qu'elle a fait comme, hey, tu sais, genre, oui, professionnellement, on peut s'élever puis s'amener quelque chose, mais genre, avoir un enfant avec toi live, tu sais, c'est ça qu'elle réalise, en fait. Je pense que c'est là où le gros turn-off la frappe, c'est comme, hey, Raph, c'est un kid, c'est un petit gars, puis il y a encore plein de il y a encore beaucoup sa party life à vivre, puis son genre de son début de succès où tu sais, tu veux comme flober les premiers chèques dans l'alcool, la drogue, tu sais. Fait que je pense que c'est ce turn-off là qu'elle se rend compte quand il y a quelque chose de sérieux qui leur arrive dans le couple, mais en même temps, elle met pas au courant Raph. Non, c'est ça la grosse affaire. C'est le monde de
communication. Ben, il y a un petit problème de communication dans ce couple-là. Ouais. Puis ça, pour moi aussi, c'était au cœur dans le roman. On l'a moins dans la série justement parce qu'on les a les deux points de vue, mais il y avait une affaire où, dans le roman, pour moi, il y avait probablement, évidemment, des signaux avant-coureurs de cette rupture-là que Raph n'a pas vu venir. Fait qu'il y avait dans ce désir de représenter c'est quoi l'expérience de Raph, d'avoir vécu le break-up dans le roman, ben je voulais justement que ça arrive un peu comme une volée de bois vert qui soit comme ben voyons, j'ai rien vu venir. Comment ça j'ai rien vu venir? La vraie réponse c'est ouvre les yeux, cher imbécile, à un moment donné, tu vas le savoir, tu vas y voir les signaux là, tu sais. Et il y avait aussi cette idée, j'ai aimé que tu dises que effectivement elle est quand c'est raconté du point de vue de Laurie, mais c'est pas nécessairement on n'a pas tant que ça accès à elle. Moi ce que je voulais c'est que c'est quasiment comme si le livre est écrit, oui c'est Laurie qui s'adresse à Raph et qui dit tu vas faire ça, il va arriver ça, mais en même temps c'est quasiment comme si c'était Raph qui s'imagine Laurie qui parle de lui. Mais je trouve c'était vraiment ça. Qui pense que tout le monde est en train de se préoccuper de lui tout le temps. Ouais. Oh my god, c'est intéressant ça. Ça je m'attends pas nécessairement à ce que tout le monde parce que c'est pas écrit dans le roman, mais moi, disons, mon impulsion de départ, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est une affaire, des fois, il faut se rappeler, particulièrement quand tu sais, des fois, quand t'as des flashbacks de l'affaire conne que t'as faite il y a 1 an et demi, puis tu dis, mon Dieu, que le monde a dû te trouver cave. Ben, c'est pas vrai. Le monde tourne pas autour. Dans la vraie vie, au pire, les gens, ils ont trouvé ça cave pendant 30 secondes. Puis moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quand j'ai dit à Robin Loumeau qu'il avait la même shape que mon chien dans un party. Puis là, tous mes amis autour ont fait Jean-Philippe, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, oh mon Dieu, je suis tellement désolé, c'est imbécile. Puis ça a ruiné le party pour les 6 prochaines heures. Mais le lendemain, c'était correct. Je pense pas que Robin il pense à ça aujourd'hui. Mais tout ça met dans ma tête à moi, là. C'est un super beau chien en plus. C'est juste que c'est un livrier, il est grand et svelte. Puis là, je regardais. Robin, j'étais comme, il me fait vraiment penser à mon chien. Ça, c'est donc, c'est pour dire que je pense que, en tout cas, on le sait pas, Robin, écris-moi si c'est pas vrai, mais je pense pas que Robin va penser à ça pendant les 2 prochaines années. Non, mais toi, oui. Moi, oui. C'est un peu cette affaire-là. Des fois, tu fais une fixation sur certains trucs. Puis l'autre truc aussi que je voulais rajouter, c'est que, tu sais, oui, on a parlé de l'écart d'âge. Moi, dans le roman, il y avait cette idée-là de l'écart de maturité entre Laurie et Raph. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on s'est dit, pour le surligner à l'écran. Puis de manière générale, à 22 ans, un gars et une fille n'ont pas le même niveau de maturité. En tout cas, moi, j'étais comme ça à l'époque. Puis là, on s'est dit, pour que ce soit encore plus clair, en mettant une fille comme Léane Labrèche d'Or, qui a 10 ans de plus qu'Étienne à l'écran, là, on dirait que ça saute aux yeux. Puis pourtant, elle est capable d'embarquer, on la montre, elle est fun, elle peut faire le party, elle peut avoir du fun, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Assez est où la limite, puis le pauvre Raph, lui, il est en train de jouer avec, puis il s'en rend trop pas compte, là. Non, c'est ça. Il est vraiment drôle. C'est pour ça aussi que moi, j'ai quand même beaucoup de sympathie pour mes personnages. Je peux pas dire, lui, c'est un cave. Il y a aucun de mes romans dans lesquels je me dis, mon narrateur, c'est un cave. Il prend des mauvaises décisions. Il y a une drôle de boussole morale. Mais ultimement, ce gars-là, c'est un gars qui cherche des repères, qui cherche à se positionner, qui joue avec les limites, qui découvre. Puis je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde qui le fait de manière saine, mais ça veut pas dire que c'est mauvais de le faire, tu sais. Ça a les résultats qu'on sait dans le cadre de la série. OK, fait que t'es quand même donc attaché à tes personnages, même s'ils sont un peu caves, comme tu dis, par moment, là. Je peux pas écrire un personnage sans au moins relate un petit peu à ce qu'il vit, tu sais. Parce que moi, c'est drôle, quand j'écris mes personnages, c'est un petit peu comme si je les jouais, c'est-à-dire j'essaie un peu de canaliser cet état émotif-là, pourquoi il fait ça. Je peux pas passer 300 pages, un peu comme à l'écran, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, tu sais, que tu finis par développer une sympathie naturelle pour lui. Moi, si je suis en train de l'écrire, je peux pas passer 300 pages à écrire un personnage, puis me dire c'est un cave. Ce qui fait cet épais. Tu sais, c'est tout le temps le plaisir de quel est le chemin mental qu'on fait pour justifier ou excuser des comportements qui peuvent être horribles. Tu peux te dire, tu sais, le nombre de fois, moi, ça m'est arrivé de faire « Christ, que c'était qu'à à faire ça, mais maudit que ça a fait du bien » ou « Mon Dieu, j'avais besoin de faire ça, je le savais que c'était une mauvaise décision, mais j'avais besoin d'y aller. » tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça que je le pense. Ça veut pas dire que ça ressort comme ça non plus. Mais je pense que ça sent un peu parce que moi, en tout cas, pour avoir lu tes livres, ils viennent tout le temps tellement me chercher, tes personnages. Puis souvent, au début, je les aime pas tant. Mais genre, je suis vraiment accrochée quand même. Tu sais, comme mettons dans le sport et divertissement, la fille, Seigneur, qui me tapait ses nerfs. J'étais pas capable de la sentir, mais en même temps, je comprenais, tu sais, parce que je veux dire, j'en ai connu aussi des filles de même. Puis
je trouvais ça tellement, justement, c'était tellement comme réaliste comme personnage, mais ça venait tellement me chercher, là. J'étais comme, elle va-tu arrêter avec son discours? Tu l'as vraiment bien réussi aussi avec Sam dans la série, parce que comme c'est lui, au final, qui fait des gestes qui ont pas de bon sens, puis t'assistes à ça, puis c'est malaisant, puis mais crime... Genre, t'as de la peine pour lui à certains moments dans la série. Quand il vient chez nous à mon condo à la fin, ou même quand il se met à pleurer avec Laurie, genre chez Laurie, c'est comme... Genre, c'est brillant comment t'as amené ça, que même lui, il comprend pas ce qu'il a fait de mal. Lui, dans sa tête, c'est le fils d'un acteur connu, il est beau, il a tout ce qu'il faut. Les filles, c'est même pas questionnable dans sa tête. Il peut faire ce qu'il veut parce que toutes les filles l'aiment ou veulent. T'sais, lui, c'est comme s'il leur faisait un cadeau. Genre, pis dans sa tête, il voit pas ce qu'il fait de mal. Il est comme, non, mais à aucun moment. J'ai rien fait, peut-être qu'un moment donné. C'est malade là, chez Laurie quand il fait peut-être qu'un moment donné, il y a peut-être une affaire, mais là, tu sais. C'est tellement drôle. Puis il se croit que c'est sincère. Moi, je me dis, à quel point est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a, qui ne sait pas qu'il est en train de faire le mal. Ben, on peut et on doit, parce que tout n'est pas excusable. Mais il reste que, tu sais, il y a une affaire où, puis je pense que ça fait réfléchir à comment on doit traiter, en fait, quelles actions on doit poser après, une fois que c'est fait, une fois que la personne, elle est punie, puis que elle a subi des conséquences de ses actes. Comment est-ce qu'on fait pour prendre cette personne-là puis en faire un membre productif de la société pour que des situations comme ça se reproduisent pas après, t'sais. C'est pour ça aussi que moi j'essaye au quotidien, en dehors de mon écriture, là, en tant qu'être humain, quand j'haïs du monde, quand je suis en crise après quelqu'un, quand quelqu'un a fait quelque chose que je trouve inacceptable, c'est pas quelque chose qui se fait facilement et naturellement parce que je suis quelqu'un d'assez impulsif puis sanguin, mais je suis comme, OK, pourquoi cette personne-là est autant de la merde avec moi? J'essaie de comprendre, tu sais. Puis je pense que c'est comme un petit rappel qui est cool à pratiquer au quotidien, même si c'est tough. C'est vraiment une force comme du personnage, justement, parce que tu brosses pas le portrait d'une personne qui est complètement machiavélique, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que de montrer l'humanité aussi derrière ces gens-là, tu sais, qui ont justement... Ben, on parle beaucoup de call-out, évidemment, là, puis que c'est ça, il y a comme une humanisation du personnage de Sam qui est intéressant parce que tu le protèges pas, mais tu l'aimes aussi. Fait que c'est ça qui fait en sorte que... Absolument. Vraiment. Ouais, vraiment. Puis moi, c'est ça. Ultimement, je pense que comme société, c'est plus payant, plus utile d'essayer de cultiver ça. Puis ça veut pas dire que tout le monde est excusable en tout temps puis que tout est correct. Ouais. Mais je pense que c'est cool d'utiliser ça comme point de départ. Puis oh yes! I'm sorry! Love it! On garde ça. On garde ça. Ça se pourrait très bien que ça soit moi. C'est pour ça que j'ai gardé ma bouteille d'eau fermée. Hey, je vais prendre ma bouteille, mais c'est parce que là, c'est bon. C'est un 2 litres, fait que là, j'étais comme, on va pas mettre ça, ça va. Hey, je suis désolé, je suis tellement désolé. Tellement heureux. Toi, ça fait 2 fois ris-moi à chaque donc, fois. Donc, c'était idéal qu'il soit avec toi, là. J'ai dit, il aime juste être avec moi pour ça l'inspire pour ses après ça. Étienne, ça va être pour ma... Ah ouais, tu vas être une petite muse? Mais c'est parce que je travaille sur l'adaptation de Mr. Bean. C'est pas vrai. Non. J'aurais été malade, ça serait tellement... Mais c'est sûr que c'est toi qui fais ça. Moi, si je fais ça, c'est Étienne qui joue Mr. Bean. Il n'y a pas de question là-dessus. Hey, je m'excuse vraiment, faut l'on c'est pas grave, ça fait une bonne anecdote. C'est de l'eau, ça... Le plus, je me posais la question, est-ce que c'est une référence de vieux bonhomme, Mr. Bean, ou tout ça? Mais non, c'est iconique. Yo, ça a-tu joué encore reprise vraiment longtemps? Je sais pas, hein? Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais petit, on écoutait ça en famille, on adorait ça. Moi, j'écoutais ça à l'école. Iconique. Oh, wow. Hey, c'est presque, regarde, c'est fini, là. Non, mais check ça comment il est bon, mais t'es rodé, sérieux. C'est des bons clips TikTok, là, non? C'est tellement bon, là. C'est excellent. Attends, je vais juste en prendre d'autres. Ok, ben tiens, écoute, je te le donne. Hey, je vais le faire, c'est bon, les gars, là. T'es gaffeux dans la vie. Je suis vraiment maladroit et un peu, tu sais, comme là, faut que je fasse des tests, mais c'est parce que les tests sont chers, mais... De TDA? Ouais, parce que je me rends compte des fois, là, que... Mais toi, tu le sais, des fois, tu ris de moi, ben, je passe sur un autre sujet. Ah, c'est tellement bon, vraiment là. longtemps. Mais je suis très divertissant. Je me rends compte que des fois, un mot peut m'amener à penser à quelque chose d'autre vraiment longtemps. Mais on le voit vraiment dans le podcast, justement, que vous avez fait de Haute Démolition. Et... Moi, t'es comme, ouais, d'ailleurs, telle affaire.
fois, c'est comme, ah, quoi? Il y a du montage, hein. Je veux juste dire qu'il y a du montage. Fait que, mettons, c'était pire en studio. Ben, pire ou mieux, selon comment on. Moi, je pense que c'était mieux. Ben, moi, je trouve ça attachant, c'est le fun. J'adore Je me reconnais là-dedans. Fait que, ouais. C'est tough des fois, tu sais, parce que des fois, je repense à plus jeune, puis je suis comme, hey, mais ça, j'étais pas de même avant. Puis là, en vieillissant, je me rends compte, tu sais, il y a tellement, des fois, ça se passe dans ma tête, là, c'est comme. C'est juste ton téléphone qui t'a comme. Transformer le cerveau en slush, me semble. Peut-être. On est voué à avoir de la difficulté à réfléchir. Ouais. Non, mais je réfléchis. Non, j'ai réfléchi. Il a réfléchi à ses réfléchissait. Non, je réfléchis. C'est juste que je peux vraiment partir longtemps dans ma tête sur un mot qui a déclenché une pensée. Ouais. Genre, tu sais, c'est comme l'affaire de l'avion, là, mais tu sais, ça peut être vraiment autre chose. Là, tu peux dire un mot, puis des fois, ça a zéro rapport, mais ça me fait penser à une anecdote de quelque chose. Ouais. Puis là, après, je perds le fil. Je suis plus capable. Puis là, après ça, on me dit que j'écoute pas. Mais c'est parce que je fais pas exprès. C'est parce que, tu sais, genre, comme je pense à 1000 affaires. Puis là, 5 minutes après, je fais juste poser une question à la conversation que j'avais dans ma tête pendant 5 minutes. Puis là, après, juste comme. Pourquoi tu vas acheter des brocolis? Tu sais, j'en parlais de. Ben, ça, on appelle ça de la pensée en arborescence, puis ça a l'air que c'est un symptôme de TDAH. Ah, c'est vrai. Mais j'aime ça. En plus, c'est un début de diagnostic. En tant que psychiatre, je vais répondre à cette question. Joke, je sais pas. J'étais genre, les psychiatres. Oui. Ah non, j'ai tout fait ça. Non. Il a tous les corps. Oh, non. Je me souviens même plus qu'on parlait d'habitude, je suis bonne pour revenir. On parlait de Sam, on parlait du fait qu'on a de la sympathie pour Sam, puis je trouve que aussi t'as bien dépeint Raph par rapport au call-out, parce que, puis il a dit ça, Sam, je pense que dans la scène où il va chez vous à ton condo, là, dans l'épisode, puis il dit que tout d'un coup t'es devenu le plus grand allié féministe, alors que tu baignais vraiment de très très près dans le boys club, on va se le dire. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon parce que c'est vrai que aussi même de manière plus générale dans les call-outs qu'il y a eu, il y en a qu'on a senti un peu que ils voulaient peut-être un peu se sauver la face là. Puis je trouve que c'était tellement bon parce que tu sais les deux ils essaient d'avoir une discussion là-dessus, puis à la fin de la scène ils ont comme vraiment pas abordé le sujet, même que Sam il comprend pas trop qu'est-ce qui arrive. Oui, c'est ça. Puis Raph, en même temps, on dirait qu'il essaie. Tu vois qu'il y a comme une bonne volonté, mais on voit que c'est un peu dans les apparences puis l'image, parce qu'au final, il est pas plus capable de le confronter, tu sais, son ami. Ouais. Nous, on a regardé l'épisode ensemble, puis dès que cette scène-là a fini, on s'est tourné puis on a fait, c'est moi où ils ont zéro parlé de qu'est-ce qu'ils devaient parler. Mais non. C'est comme, c'est zéro. Et c'était une très longue scène, ils ont eu le temps, là. Elle a été shortée, là. C'était une cool scène à tourner, tu sais, mais c'est vrai que, tu sais, au final, il y a rien qui évolue, tu sais, genre. C'est juste comme. Okay. J'ai haï la sobriété, mais écoute tes calices d'affaires. Ouais, c'est ça. Ok, bye. Voyons, tu penses vraiment que je mérite ça? Ouais, au lieu d'avoir comme une remise en question, puis être comme. Tu sais, je sais pas, genre, nous, il y aurait quelque chose de même qui se passerait, on serait comme, hey, t'as-tu remarqué telle affaire, genre. Mais lui, il est comme full dans sa défense, là. Mais, moi, ça m'intéresse beaucoup de manière générale dans ce que j'écris, cette idée-là de performer les apparences, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que tu maintiens, ce que tu présentes au monde versus comment tu te comportes dans l'intime. Puis j'ai, entre autres, quand je travaillais sur Royal, il n'y a pas de question de relations publiques comme ça, par exemple, dans Royal, mais dans Royal, il y a beaucoup l'affaire de tu peux être un satané trou de cul si ça te tente, tant que tu respectes les règles. T'sais, l'idée que la loi permet d'encadrer la sauvagerie humaine, mais pas d'éliminer. Puis ça m'intéresse beaucoup. Dans beaucoup de mes personnages qui ont parfois des pulsions un peu plus destructrices ou mauvaises, comment est-ce qu'ils font pour vivre dans le monde? Comment est-ce que tu fais pour vivre dans le monde quand quand disons, tu veux pas toujours te comporter comme une bonne personne, mais que tu trouves une façon de paraître socialement acceptable. Puis tu sais, ça apparaît d'une manière ou d'une autre dans basically tout ce que j'écris. Tu sais, puis ça m'intéresse beaucoup. Dans le cas de Haute Démolition, ce que j'aime, c'est que justement, c'est que là, c'est comme fois 1000 parce qu'il y a un show qui est donné. Tu sais, il y a un show médiatique. Il y a lui qui se présente comme, pas lui, là, mais son personnage, qui se présente comme le grand allié féministe, alors que finalement... Oui, il est pas, c'est pas un complet trou de cul parce qu'il y a pas violé de fille, mais c'est pas lui. Tout d'un coup, c'est rendu Judith Lucier là, tu sais. Mais c'est semi genre parce que moi cette scène-là, je la trouve jouissive parce que même dans le texte, c'était comme, tu sais, genre il va là, puis oui, tu peux penser en même temps qu'il fait ça pour se sauver lui, pour s'éviter du trouble, mais en même temps, mais tu vois qu'il y a un bon fond là. Oui, mais en même temps, je suis comme, moi, on le sent en esti que
tout le blablabla de ce spécial-là avec l'animatrice, c'est pour arriver au fait qu'il veut dénoncer Laurie pour se venger qu'elle l'a laissé. Fait que dans le fond, il est comme... C'est quasiment de l'insouciance de... Il s'en fout de qui a violé qui. Il veut juste se venger de sa blonde qui l'a laissé puis qui a fait mal à lui. Puis ça ramène tout ça au narcissisme des personnages. Qu'il y a un enjeu social tellement grave qui est mis de l'avant, puis lui, c'est genre tu m'as laissé. C'est de ça qu'il se venge, tu sais. Puis ça, moi, en tout cas, je trouve ça très, très réaliste, en fait. Souvent que des fois, on montre une forme d'empathie pour cacher une vengeance personnelle, genre. C'est quasiment ça, là. Vraiment, absolument. Tu sais, on le voit, puis c'est le fun intéressant des fois de voir ce sous-texte-là quand t'es au courant, quand tu vois par exemple des choses qui se passent publiquement, puis t'es au courant de... Tu sais, du behind the scenes, puis de qu'est-ce qui n'est pas dit finalement, puis des fois c'est des règlements de compte. En politique, c'est vraiment intéressant aussi parce que des fois on va comme utiliser quelqu'un pour en faire, on va aider quelqu'un, mais finalement c'est une façon de lancer une pointe à son opposant ou des choses comme ça. Fait que moi j'aime beaucoup ça, puis ça montre aussi à quel point des fois la bonté public peut être horriblement performative, puis peut être une forme de violence aussi, parce que t'es en train d'utiliser quelqu'un comme jouet, pratiquement, dans ce cas-là, c'est les victimes de Sam, on l'utilise comme façon de se venger de son ex, c'est terrible. Les pauvres filles là-dedans, puis ça a été quand même vrai au niveau de toutes les dénonciations dans les dernières années. Il y a beaucoup de victimes finalement qui ont, tu sais, mettons, à qui personne n'avait parlé, qu'on les connaissait pas, on savait pas c'était qui, ou on connaissait juste leur nom ou leur face, puis on les utilisait quasiment comme levier de discours. Puis la pauvre fille, je dis fille parce que c'était majoritairement des filles, elle a rien demandé à personne, puis elle se retrouve au milieu d'une genre de mêlée, puis elle est comme, je peux savoir la calice de pain. Puis il y en a qui sont revenus là, des années plus tard, là, qui ont publié des trucs de comme, hey, genre, moi j'ai l'impression que dans le fond, on m'a tellement pas écouté, puis qu'on se souciait pas que j'aille bien, tu sais. C'était vraiment juste comme, OK, là, on veut mettre quelqu'un sur la place publique, il faut qu'il y ait 15 noms qui soient sortis pour que ce soit comme gros, tu sais. Alors qu'il y a des gens derrière ça. Là, Puis ce qui est le plus choquant aussi, que je trouve vraiment intéressant, mettons, historiquement, c'est quand, tu sais, il y a des causes avec lesquelles on est d'accord, mettons, où ça, c'est arrivé aussi. Tu sais, l'histoire de Roe v. Wade, donc l'arrêté qui avait permis décriminaliser l'avortement aux États-Unis, c'était une gang d'étudiantes en droit qui avaient trouvé une fille enceinte, qui voulait se faire avorter, mais c'était comme pas trop clair, puis tout ça. Puis finalement, ils ont décidé de l'utiliser comme levier pour se rendre jusqu'à la Cour suprême. Sauf qu'ils savaient que la fille, elle accoucherait avant d'avoir le droit d'avorter. Fait que des années plus tard, la fille est sortie, puis elle était comme, je me suis crissement senti utiliser. Puis la fille, c'est genre une fille working class. Je pense qu'elle travaillait dans un restaurant. Elle était pas intéressée par la politique ou les grands les grands débats comme ça. Elle voulait juste se faire avorter parce que genre le père de son enfant était violent. Puis finalement, elle l'a pas eu. Puis on l'a un peu jeté au vidange après. Puis la société est contente. On est content, mettons, aux États-Unis, on a réussi jusqu'à ce que finalement non, mais on a réussi à, en tout cas, légaliser l'avortement pendant un certain temps. Puis cette fille-là a été utilisée comme un pion, tu sais. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis même si j'ai écouté Chantal Daigle récemment, il y a quand même eu un peu de ça avec Chantal Daigle aussi au Canada. Tu sais, elle, ultimement, était comme, on dirait que oui, il y a moi, mon avortement, puis il y a la cause politique que tu sais, c'est pas ça que je veux porter, puis il y a du monde qui me met de la pression, puis je deviens, ça devient plus gros que moi. Fait que c'est intéressant de voir, tu sais, là, on l'a dans un microcosme, disons, avec les dénonciations, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puis que je trouve vraiment fascinant. Ouais, vraiment. Puis je trouve qu'il y a un autre truc aussi que t'as bien démontré, justement, qui était vraiment dans cette vague-là. Tu sais, tantôt, Charlie, tu disais que nous, si, mettons, on avait eu à avoir une discussion comme ça par rapport à un call-out, tu sais, on l'aurait eu, puis on aurait vraiment, affronter ça. Puis elle le fait, tu sais, Laurie, quand au final, c'est elle amenait l'échec. Elle a comme braillé avec sa meilleure amie, elle est allée voir les filles, puis les deux dudes, eux autres, ils font juste comme s'obstiner un peu dans ta cuisine, ils sont là, je comprends pas. Alors qu'elle, elle braille, puis elle s'en veut à mort, là, puis elle se retire full, puis c'est comme paradoxal. Là. Moi, c'est une affaire qui m'avait vraiment choqué suite au call-out. Tu sais, moi, en plus, je suis comme dans plusieurs milieux artistiques, fait que j'ai comme eu accès au contre-coup de ça. Brad, toutes les syndicats. Regarde, dans tous les syndicats. Puis ce que j'ai trouvé, moi, l'affaire qui m'avait vraiment choqué, c'est que tu sais, il y avait eu beaucoup de groupes Facebook qui ont été créés. Fait que là, tu avais le groupe du Facebook du monde en littérature, le groupe du monde en théâtre et tout ça. Puis ces groupes-là, c'était juste des filles qui devaient, entre elles, décider ce qu'ils font
par rapport à des gens qui ont eu des comportements problématiques. Fait que là, t'as une directrice de théâtre, par exemple, qui est comme, bon, là, j'ai un metteur en scène qui a été programmé, qui a été call-out. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais? Puis là, t'as du monde qui sont comme, ben, tu devrais vraiment le crisser dehors ou, ben, travaille avec, mais essaie de l'encadrer. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est une gang de filles qui se retrouvent à gérer les conséquences d'une gang de pénis. Fait que c'est plus de job pour les filles à cause de comportements qui n'est pas de leur maudite faute. Puis ça me fait capoter à quel point, dans beaucoup de situations comme ça, c'est des filles qui subissent les conséquences directes, mais aussi les contre-coups. Puis pendant ce temps-là, ben, le gars est dans son coin. Puis peut-être qu'il y a des discussions, là, mais la plupart du ramassage de pots cassés est fait par des filles. Puis ça, c'est une affaire qui n'a pas été tant soulevée, j'ai remarqué. Mais mon Dieu qu'il y a des filles qui ont dû gérer des situations de même parce qu'elles étaient dans des positions de pouvoir ou whatever, ou collaboraient avec certaines de ces personnes-là. C'est comme... C'est chiant, là. C'est comme si la charge mentale leur revenait toujours, peu importe la position. Un autre truc que j'avais trouvé vraiment bon, c'était par rapport à... C'était quoi? Je vais parler de l'invisibilisation. Oh oui, c'est ça, l'invisibilisation du travail des femmes. Ben, on est là-dedans. Ouais. Genre, quand la scène où elle se fait sortir de la première, comme ce show-là n'aurait pas vu le jour si cette fille-là avait pas été là, tu sais. Puis là, c'est comme... Pourquoi, tu sais, elle va dans les loges, c'est comme, pourquoi t'es là, tu sais. Puis on s'en fout tout au final, mais cette fille-là, comme, c'est la moitié du travail, voire plus, tu sais. Ben ça, c'est vrai historiquement dans tellement de milieux, tu sais. Puis ce qui est cool, c'est que c'est de moins en moins vrai. Tu sais, ce que j'aime, c'est que Haute Démolition commence à être légèrement anachronique. Là, au moment de sa diffusion, ça commence à être de moins en moins vrai. Parce que là, tu sais, il y a plus de questions. Ben je dis ça. L'année passée, c'était la première fois qu'il y avait une femme qui animait un gala juste pour rire depuis Dominique Michel, là, je pense. C'était Rosalie. L'année passée, il y a 2 ans, c'était Rosalie Vaillancourt. Une fille qui avait toute seule animé un gala. Rosalie Vaillancourt, c'était la première fois. Je pense que c'était la deuxième de l'histoire. Là. C'était la première fois depuis 30 ans. C'est débile. Alors que, tu sais, on est supposé être en train de changer, mais là, maintenant, c'est vrai, il y a tellement de filles humoristes. Puis je dis, on parle d'humour, mais ça pourrait être aussi de manière générale dans beaucoup de pratiques artistiques. Mais maudit qu'on en connaît des histoires de réalisateurs que finalement, c'est sa femme qui est sur le set puis qui cale les shots, ou des femmes qui réécrivaient le scénario de leur mari réalisateur, ou des femmes ou en politique, des femmes qui servent de miroir, mais ça, c'est vraiment documenté. Fait que, tu sais, là, je le montre évidemment en humour, mais c'est une affaire qui est super fréquente, puis qui est... c'est comme si on parlait de travail invisible, tu sais, le travail émotionnel, la charge mentale, ça en fait partie. Il y a beaucoup de grands artistes dont le travail a été invisibilisé. Tu sais, si on regarde Rodin, par exemple... Jusqu'aux années 90, sa conjointe, qui était longtemps sa conjointe, Camille Claudel, personne parlait d'elle. C'était une grande sculptrice. Elle travaillait avec lui. Elle l'aidait à monter ses expositions. Mais tu sais, ça a pris vraiment du temps avant qu'on remette ça au goût du jour. Puis tu te dis, mon Dieu, il y a combien de filles dans l'histoire, là. On parle, on peut en connaître dans les 20 dernières années. Mais on commence à faire ce travail-là, d'essayer de chercher, même si en musique. Moi, j'avais un cours justement là-dessus sur les compositrices femmes. Mais c'est fou. Parce qu'on n'en voit pas, sinon. C'est moi, tout ce que j'ai vu au cégep, c'est toutes des doubles. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui étudiaient en littérature qui avaient un moment donné fait un calcul du nombre de femmes qu'ils avaient lu dans un bac en littérature au complet. Ils sont comme, j'ai lu 6 romans de femmes pour 45 écrits par des gars, mettons. Fait en musique, c'est comme ça? C'est la même affaire. C'est la même affaire. On dirait que c'est vraiment généralisé partout, là, dans tous les milieux artistiques. Là. C'est comme... Faut que tu aies un intérêt puis que tu fasses le travail par toi-même, d'aller rechercher. Mais même ça, c'est tough parce qu'il y a comme pas de documentation. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Actuellement, il y a beaucoup d'historiennes de l'art dont le travail, je dis des historiennes, parce que ce sont des femmes qui vont s'intéresser aux femmes, mais il y a des gars qui le font aussi, qui font un travail pratiquement d'archéologie, de faire il y avait quelqu'un qui a fait de quoi de vraiment nice il y a 300 ans, puis là, on le ressort, puis d'un coup, là, elle a son art de gloire. C'est trop tard. Ben, c'est comme même dans les métiers qui sont pas artistiques. Récemment, comme j'étais en train d'écouter Crowded Room là, sur Apple TV, puis tu sais comme la détective qui en tout cas qui fait c'est pas une détective là, mais une genre de psychiatre, genre I guess, qui en tout cas qui s'occupe du cas du personnage de Tom Holland. Tu sais au début il y a tout l'enjeu parce que ça se passe dans les années 70, tu sais que comme c'est une femme, puis à l'université elle veut faire
elle veut faire son... là, ça paraît que je parle à l'université, là, mais... Son doctorat? Mais pas son doctorat, tu sais, genre une genre de thèse, là. Mémoire? Ouais, un genre de truc comme ça. En tout cas, elle veut faire sur un sujet. Mais en tout cas, tu sais, je me rappelle qu'elle veut faire un genre de thèse, un mémoire sur un sujet tel, puis il y a un gars qui le prend, puis là, ils veulent pas qu'elle l'aille parce que le gars, là, avant elle, puis ils peuvent pas avoir deux personnes qui ont... Tu sais, fait que, tu sais, juste ça, puis là, ça la frustre full, tu sais. Puis, fait que je trouvais ça fou à quel point, tu sais, genre... Ouais, dans le fond, c'est généralisé partout. Ouais, exactement. Puis ça se manifeste comme de différentes façons. Puis évidemment, dans Haute Démolition, je l'ai dramatisé parce que c'était intéressant, justement, de voir la fille qui se fait sacrer dehors de sa propre première. Ça montre aussi la petitesse de Raph. Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi. C'est là qu'on voit encore une fois, se venger, lui, il va pas plus loin que genre Rama fait de la peine. Puis tu sais, c'est pas vrai qu'il va la voir de la scène, là. Je veux dire, il y a le spot d'en face, c'est dans le fond de la salle, il l'aurait pas vu. Non, c'est un trip de pouvoir aussi. Exactement. Juste de savoir qu'elle va être là, pour lui, c'est comme, c'est trop. Ouais. C'est trop. Mais dans le livre, il me semble, elle reste. Dans le livre, elle est là. Oui, dans le livre. J'ai rajouté ça dans la série parce que je trouvais que ça faisait un hook intéressant. Ouais, moi, j'en revenais pas. Oh mon Dieu, ouais, vraiment. D'autres questions? Oui, tu voulais-tu parler de... Vas-y. Du pouvoir... parce que justement, en lien avec le fait que tout d'un coup, il y a du pouvoir, fait que là, il peut se permettre de la sortir parce que c'est sa première, puis là, il a décidé que justement, il voulait se venger. Ouais. Ben, Charlotte, pendant qu'on regardait la série, elle a soulevé un truc vraiment intéressant. Elle trouvait vraiment que... La série avait réussi un peu à questionner l'érotisation, justement, du pouvoir. Parce que, tu sais, mettons, avec... Je me souviens pas c'est quoi le nom de la fille du secondaire avec qui tu couches. Vicky, c'est ça? Vicky! Ouais. Vicky! Tu sais, quand il y a voix, c'est drôle. On a eu du fun à tourner cette scène-là parce que, tu sais, c'était genre, en plus, lui, il était là, fait qu'il venait de donner des notes, puis je chantais qu'il était impliqué dans cette genre. C'était le fun, puis elle était super aussi, la comédienne qui a joué Vicky, elle était vraiment généreuse. J'ai vraiment aimé, c'était drôle. C'était beau de répondre à Québec. C'est ça, fait qu'on le voit vraiment bien, tu sais, comment tu t'es fait niaiser raide par cette fille-là au secondaire. Puis là, maintenant que tu commences à avoir un nom, puis tu startes ta carrière, là, elle revient, puis elle trouve ça donc bon, ce que tu fais. Fait que c'est ça, genre, on trouvait vraiment qu'il y avait une dimension un peu à cette scène-là où... souvent, le pouvoir puis la notoriété vont s'avoir un peu ensemble, mais c'est souvent érotisé. Ben, puis même Sam, dans ses relations, comme tu le dis, il se croit comme tout le monde a envie de lui, puis il est donc beau, il est donc fin, il est donc tout. Mais c'est le fun parce que comme je trouve qu'avec Sam pis Raph, t'as les deux côtés. Tu sais, t'as le gars il devait être cool, Sam, au secondaire, puis ça continue à être cool pour lui, puis asti que lui, tout est de son bord, genre. Puis Raph, en même temps, puis tu sais, il y a plein d'humoristes qui font des jokes là-dessus, là, que tu sais, les humoristes, dans le fond, c'est les gars qui se font intimider au secondaire. C'est comme un running gag que j'ai entendu 1000 fois, là, Genre, tout le monde, puis là, tu fais comme... Puis la scène avec Vicky est malade parce que c'est fou à quel point tu vois que des fois, une carrière peut être motivée, le gaz un peu qui motive l'espèce de focus autour de la carrière, d'être workaholic puis tout, découle toutes de ces blessures-là très jeunes. Tu sais, genre lui, là, tu sais, je sais, c'était drôle à faire, mais comme quand il réalise qu'il est encore avec Jonathan, puis que là, il vient de genre coucher avec la blonde à Jonathan, c'est la satisfaction, c'est comme s'il avait réussi sa carrière quasiment, là, tu sais, parce qu'il s'est vengé. Puis ça, c'est comme, je suis certain que c'est quelque chose de comme très vrai, qu'il y a plein de monde que dès qu'ils découvrent son drôle puis ils se font intimider, tu sais, c'est le moteur de leur... pour faire ce métier-là, là, c'est se venger, c'est montrer que c'est pas les petits losers qu'ils étaient au secondaire, tu sais. Il y a le penchant positif. Disons, ça, c'est le penchant très dark. Le penchant positif, c'est crime, j'ai réussi à avoir une arme. J'ai trouvé une façon de répondre à ça, c'est vraiment cool. Parce que là, l'idée étant pas que tout le monde qui se faisait écœurer au secondaire, et après ça devient humoriste, était un trou de cul, puis se venge. Mais c'est que quand c'est bien fait, puis quand c'est bien maîtrisé, c'est génial parce que tu fais, mon Dieu, je suis capable de... J'ai pas besoin de casser à la gueule de quelqu'un qui me casse à la gueule. Je peux me faire ma place autrement. Tu sais, je peux aller me chercher un certain orgueil, de la confiance autrement, puis c'est cool. Mais mal utilisé... non, c'est ça. 100%. Avec grand pouvoir vient grande responsabilité. Oh, voilà. Mais yes, on parle... Est-ce que... J'avais pas réfléchi à ça, mais est-ce que Sam, pour toi, il représente un peu les gens qui l'intimidaient? C'est comme pour lui, pour la psychologie de ton personnage, c'est un peu
ça, tu sais, c'est pour ça qu'il est comme tout le temps en compétition avec, mais qu'en même temps, il va être son ami, tu sais. Il est comme dans cette dualité-là constante. Mais même Sam, tu sais, il est fin avec, mais en même temps, il a l'air d'être un peu aussi... ils ont comme une drôle de relation, vraiment, ces deux personnages-là. Amour, jalousie, haine, là, tu sais, c'est comme tout ça, tu sais, c'est genre... Tu sais, ils sont allés à l'école ensemble, fait que veux pas, tu sais, comme il y a un lien, mais tu sais, en même temps, c'est que quand ils sont pitchés après ça, tu sais, la série commence avec qui se fait barrer un gros X dessus, puis tout le monde se fait encercler, genre... Ben, sauf Tom, là, mais... mais tu sais, il y a quelque chose de genre... Il y a quelque chose de comme... Tu sais, en fait, c'est ça que je trouve super weird des écoles en général, école de l'humour, école de théâtre, c'est que, tu sais, surtout pour des gens qui ont pas fait ça avant, mettons, tu sais, moi, je suis pas allé, mais tu sais, les gens sont placés dans des climats de compétition, qu'il faut être le meilleur, puis c'est comme de la fausse amitié, c'est comme... Déjà, le côté, tu sais, souvent, on se plaint dans le milieu artistique que c'est un peu fake, tu peux te faire parler dans le dos, il y a quelqu'un qui te sourit dans une soirée, mais qu'après ça, il dit « Hey, ce gars-là, ce fille-là ». Mais c'est parce que dès l'embryon de cette carrière-là, quand on plante un peu on amène des gens passionnés de ce métier-là qui veulent faire ça dans la vie dans une école, puis on les endoctrine dans un climat de compétition où on leur dit, tu sais, vous êtes la crème de la crème, puis après ça sort, puis c'est pas tant comme ça que ça marche, en fait, genre. Mauditement pas. Non, mais c'est exactement. Fait que c'est comme, genre, on endoctrine les gens qui veulent faire ça, puis dans un... Tu sais, moi, après ça, en tout cas, moi, je suis jamais allé, puis le monde avec qui j'ai travaillé, puis que j'ai fait des films puis des séries, aïe, tu sais, ça a jamais été des affaires de compétition, de genre... En tout cas, le monde nice avec qui j'ai travaillé, là, c'était comme, tu sais, c'est tout le temps dans le... On s'entraide, les écoles, c'est comme, c'est vraiment, là, c'est super comme une mini-société, puis après ça, tu te ramasses, bam, dans le grand bassin, là, puis là, ça a comme plus rapport. Puis il y a les deux opposés, c'est-à-dire que tu peux... Tu sais, il y a du monde qui vraiment souffre beaucoup à l'école de cette compétition-là, puis vraiment commence à travailler, ils sont comme... Ah, c'est cool finalement. Ben c'est pas si pire, là, tu sais. Puis t'as à l'opposé, tu sais, moi je l'ai vécu quand même, tu sais, je l'ai vu avec du monde dans ma classe où ils étaient. Moi j'ai eu l'avantage de pas être bon à l'école. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'étais pas. Les attentes étaient ici. Mais pour vrai, c'est que je suis sorti de l'école, j'ai comme bon, je sais que je suis pas le meilleur, fait que je vais quand même faire ce que je peux. Puis finalement, après ça, j'ai réussi à travailler puis à gagner ma vie, fait que je suis comme yes. Mais tu sais, tout le monde que j'ai vu qui se font dire pendant 3-4 ans, qui sont donc bons, puis qui sont donc extraordinaires, puis que finalement, ils sortent de l'école, puis se rendent compte qu'il n'y a pas de tapis rouge devant toi, tu pognes une maudite drôle. C'est vraiment tough. Mais ouais. En tout cas, de ce que j'entends qui se passe dans ces écoles-là, c'est vraiment là. Des fois, je suis genre tabarnak. Tu sais, moi, je pense à ma petite gang de chums comédiens qui ont chill, on fait des affaires. Hey, c'est pas ça pantoute, là. Puis genre, ça me fait rire, là, après ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Mais ça crée, en tout cas, des fois, des individus comme Raph, comme Sam, tu sais, justement, que comme ça sait pas apprécier son succès jamais, en fait. Puis, mais quand tu l'as toujours connu, tu sais, moi, je l'ai quand même vécu justement quand je sortais de l'école, puis je me suis mis à travailler avec du monde qui faisait ça depuis qu'il avait 10 ans, par exemple. Tu sais. Moi, j'étais comme, c'est fou parce que j'avais 10 ans et je rêvais de ce que t'avais. Puis toi, t'es un peu blasé. Fait que je suis comme en tabarnak. Je suis comme, réalise donc la chance que t'as. Oui, mon Dieu. Puis en même temps, une fois que t'as travaillé 10 ans, tu te rends compte qu'il y a plein de raisons d'être blasé. Ça, c'est comme normal aussi, tu sais. Tu sors de là, tu penses que tout t'est dû, en fait. Puis après ça, moi, je me souviens, mes premières expériences, là, c'était quand j'avais 12-13 ans. Et il y avait 4 personnes sur le plateau. Tu fais la figuration, t'es content, là. Tu t'entraides, tu te rends compte que, tu sais, le monde veut s'aider à faire des affaires. Parce que aussi, tu sais, en tout cas, là, je parle pour nous, en humour, c'est pas pareil. Parce qu'il y a comme tous les bordels, les bars. Tu sais, tu peux devenir bon rapidement sans école. Parce que, mais tu sais, en cinéma, mettons, tu sais, ça prend une gang pour faire un film quand même. Il n'y a pas d'autre façon de devenir bon que de le faire. C'est ça, exact. Puis il faut tout le temps que tu demandes à des amis de t'aider. C'est tout le temps ça. T'es obligé. Tu dépends un peu comme tout le temps de genre... La communauté, en fait. Fait que tu peux pas... tu sais, puis même si c'est de même en humour, il y a quand même... même si c'est pas, je veux dire qu'il y a quelque chose de plus, t'es tout seul sur scène, puis tu peux aller faire tout seul dans un bar le soir, il y a quelque chose de... C'est quand même... l'art, c'est qui est le fun, c'est un métier de communauté où on s'entraide. Fait que on peut pas apprendre au monde l'individualisme dans ce métier-là, alors que c'est pas ça du tout. Ouais. Non, c'est tough. Puis, mettons, moi, si je me réfère à mon expérience, en plus, j'ai étudié à Saint-Hyacinthe, ce qui fait que... T'étais coupé à chaque année. Ouais, c'est quand même fou. Moi, j'avais 16 ans quand je suis rentré à Saint-Hyacinthe, j'étais très jeune, puis j'étais pas... je le savais même, je connaissais rien, là, j'arrivais de la campagne. Fait que moi, je savais même pas qu'il y avait ce processus-là où on en a plus, puis qu'il y a une sélection qui se fait à l'intérieur de la classe. Toutes les années, c'est juste la première année? Ça a comme changé selon les années.
années, mais moi, quand j'étais là, puis je pense que c'est encore ça aujourd'hui, on avait un moment où tout le monde passait à la trappe. Dans mon cas, il y a eu une personne qui, rendue en deuxième année aussi, a été coupée, mais c'était plus une affaire de type, même s'il n'y avait pas eu de processus de coupure, ça marchait pas, il y avait des conflits de personnalité, tout ça. Mais bref, c'est quand même particulier parce que on fait... Mais moi, ça a changé, mais moi, dans mon cas, quand tu sortais de secondaire, tu avais une année préparatoire. Fait que tu étais comme safe pour un an. Puis après ça, tu arrivais dans la vraie année. La vraie première année. Puis là, nous, en plus, il y avait eu une erreur qui avait été faite au niveau du cégep. Ils avaient accepté tout le monde qui était sur la liste d'attente aussi. Fait que là, on était 35 étudiants, alors qu'on était supposé être genre 24. Fait que là, t'as une année. Et là, et là, on sait qu'à la fin. Non, mais c'est terrible. Puis, tu sais, il y a du monde qui le savait, qui était sur la liste d'attente, qui sont arrivés, fait qu'ils sentaient un peu. Mais il y a du monde là-dedans qui ont quand même. OK, mais ils ont pris pareil, là. Donc, ils leur ont pas dit, hey, on est désolé. Non, ils ont juste fait l'anneau complet. Puis, ce qui arrive, c'est que donc, au bout de 2 sessions, fait que t'arrives en septembre, puis au mois de mai, on a une journée où ils donnent les lettres. Puis là, la lettre, c'est bravo, vous avez réussi tous vos cours, ou désolé, vous avez échoué le cours suivant. Puis là, il y a une règle qui fait que quand tu as échoué le cours, tu peux pas continuer, tu peux pas reprendre le cours, t'es out. C'est comme un genre de subterfuge administratif qu'ils ont. Ce qui fait que donc, on a une année. C'est fou, là. Et donc, on a une année où là, nous autres, on va à nos cours de voix, puis à nos cours de danse, puis à nos cours d'interprétation, puis à nos cours de diction, puis t'es tout le temps. T'es jamais en train de te dire comment est-ce que je peux être meilleur. T'es en train de te dire comment est-ce que je peux être meilleur que les autres. Exactement. Tu reçois la lettre à la fin de l'année ou comme il reste encore des cours? Non, c'est à la fin de tous les examens. Ça serait drôle que ce soit comme il reste 2 mois d'école, puis là, sont comme, il y en a 25 qui sont comme... on va décrisser. Mais c'est fou, puis tu sais, les gens étaient tellement stressés. Il y a du monde qui, déjà, après quelques semaines, ont fait c'est trop de pression, je m'en vais. Ben oui. Mais nous, on a commencé 35, il y a 6 personnes qui ont lâché. Tu sais, il y a un gars qui a fait une psychose, il y a un gars qui a fait une tentative de suicide qui était super anxieux. Puis après ça, j'ai le goût de dire, c'est juste être comédien, c'est même pas si important que ça. Ouais. Mais après puis ça, moi... C'est tellement important pour ce monde-là. Ben pour moi, c'était la fin du monde. Moi, j'avais 17 ans quand c'est arrivé. Tu mets tout là-dedans. Ouais, puis j'étais comme, je connais rien d'autre. façon de faire ça, tu sais. Je veux être comédien. Ouais, puis c'est comme le chemin que j'ai. Fait que j'y vais, tu sais. Fait qu'il y avait une pression énorme, puis ça a enlevé beaucoup de plaisir. C'est ça qui est plate, c'est que le fun, il était pas là. Parce que j'étais pas en train de jouer pour m'amuser, ou pour avoir le plaisir de faire du bon travail. J'étais là juste pour être bon. Oui, mais le pire aussi, c'est qu'à ça, tu sors, puis comme tu as dit, t'es même pas assuré d'avoir quelque chose. Mais le problème aussi qu'ils font, puis que je pense que c'est contre-productif, c'est que parce que aussi les écoles de théâtre, tu sais, on va pas se mentir, c'est pas, le monde gagne pas leur vie en faisant du théâtre. En tout cas, c'est très rare s'ils gagnent leur vie. Non, le théâtre, c'est pas payant. Non, mais c'est vrai que c'est pas. Fait que là, tu sais, comme déjà là, en partant, on part à moins 1000, tu sais. Ben, moins 1000. Moins 10, là. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est pas comme. Tu sais, c'est pas ça que le monde gagne leur vie. Tu sais, le monde gagne leur vie en faisant beaucoup de la télé, même le cinéma, les opportunités sont rares, tu sais. Fait que, tu sais, puis il y a pas tant de cours de comme. Puis en plus. On avait un cours de jeu caméra en dernière année. C'était tout. Mais encore aujourd'hui, dans les écoles, c'est un peu le même. Ils ont pas tant de cours. Je pense que le conservatoire qui a une meilleure formation. Oui, mais c'est ça. Mais une toute petite, tu sais. Puis il empêche de travailler pendant que t'es à l'école. Fait que comme tu dis, non seulement t'es dans un climat de performance, de compétition, mais les gens ont pas le temps de rien faire d'autre. Fait que les gens sont pauvres, ils ont pas le temps de travailler, tu sais, comme, puis ils peuvent pas tourner entre. Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai l'impression, moi, en tout cas, de la façon que c'est fait, c'est que tu recules plus que t'avances pendant ces 3-4 ans-là. Tu sais, puis après ça, c'est comme, il y a un retard à rattraper, tu sais, sur comment ça dépend du background que t'as, là. Moi qui sortais de la campagne, je te dirais que ça m'a beaucoup fait avancer. T'as raison que c'est super bon pour le monde qui vient de loin, tout ça. C'est super bon, mais c'est juste, c'est pas adapté, je pense, à comment l'industrie a évolué. Ben, quelqu'un qui aurait ton background, disons, qui travaillait déjà, c'est sûr que je pense pas que ça aurait nécessairement gagné. C'est gens sur Richelieu, dans le sens comme, tu sais, je suis parti de zéro, moi, avec, tu sais, mais comme. Mais tu travaillais déjà, je veux dire, à l'âge où tu serais rentré à l'école, tu travaillais déjà, tu sais. Et 100%. J'aurais pas pris cette pause-là pour comme faire vraiment pas, tu sais. Mais je trouve juste que, tu sais, comme pour encore plus aider les jeunes qui veulent comme faire ça puis qui savent pas comment ça marche, ça devrait être un peu plus adapté à comment l'industrie a évolué. J'ai l'impression que c'est un peu...
c'est vieux jeu un peu. Mais c'est très élitiste aussi comme processus. Ouais, là. C'est comme, faut absolument. que tu sois au courant. Tu sais, justement, quelqu'un qui arrive de Nowhereland qui est comme, moi, j'aimerais vraiment ça être acteur. Mais... Moi, j'avais pas comme tu sais tout le processus d'audition là, dans les écoles. Ça. Moi, j'avais pas de coach. J'étais comme j'ai pas fait les auditions dans toutes les écoles. Malade. J'ai juste auditionné à Saint-Hyacinthe. Oui. Mais mettons que cher, là, le monde paye. Oui. Coach, man. Ouais, moi, Genre... je l'ai faite, là. Genre, j'étais comme, ça a pas de sens. C'est une business là. Ben oui. Ouais. Nice, fait que toi, tu t'es pointé là, pis t'as juste comme pas fait. J'ai fait mes petites scènes puis avec ma partner puis c'était ça. Ça, c'est cool. Ouais, fait qu'il y avait une belle candeur, disons, j'imagine ceux qui ont dû aimer là, Mais c'est ça, genre vu que tu le sais pas, puis tu sais mettons, moi j'étais tellement stressée parce que justement là, tu sais j'ai fait genre j'étais allée à Robert Gravel avant, puis c'est comme on t'en parle depuis que t'es en secondaire 1 là. Fait que là t'arrives là puis t'es comme OK, c'est genre la seule chance que j'ai de toute ma vie. Genre évidemment que comme tu sais si tu gères mal ton stress là, c'est dommage. Ouais, c'est ça qui est poche de penser en fait, c'est qu'on se fait dire que c'est la seule chance que. Alors que non, là, on peut tellement partir de nos propres trucs. Mais c'est ça, genre je trouve que les profs ils disent tellement pas assez aussi comme mettez-vous entre vous puis comme créer, genre tu sais moi ce qu'ils disaient c'était dans les écoles tu rencontres du monde avec qui tu vas créer puis c'est juste ça, mais comme non là tu sais tu peux vraiment genre je les ai pas fait les écoles puis j'en ai des c'est ça moi je me suis fait des amis autrement, tu sais c'est vrai que c'est l'affaire positive, mettons que si tu vas à l'école avec du monde de ton âge, c'est vrai que c'est le fun que si ça clique créativement, tu peux faire des trucs, tu sais moi c'est vrai que c'est un peu plus top, tu sais mettons les films que je fais, moi souvent c'est du monde tu sais c'est du monde qui ont vraiment plus d'expérience que moi qui m'aident à faire mes films parce que c'est avec eux que je travaille, tu sais tu sais mettons quand je vais dans un directeur photo d'un preneur de son, tu sais c'est sûr c'est pas des gens de mon âge, tu sais parce que j'en connais pas tant parce que je peux aller à l'école mettons de cinéma, tu sais mais tu sais mais c'est vrai que pour ça c'est positif là mais tu sais c'est pas définitif là, il y a tellement autre chose, tu sais parce que j'ai l'impression que des fois on est vraiment un petit pain, tu sais c'est comme genre on attend, on se fait dire tu sais l'expression là, le téléphone sonne pas. Hey, le téléphone sonne pas. Arrête-moi ça. Sors de chez vous, appelle du monde, fais des affaires, prépare tes projets. Tu sais comme c'est ça qui est le fun. On se parle, tu sais le monde se part à un podcast, tu sais comme moi je trouve que c'est ça qui est excitant dans la vie, c'est pas d'étudier pour attendre qu'on nous appelle puis qu'on pense à nous. Le monde tu sais comme c'est rare qu'il pense. Moi en tout cas quand je suis chez nous, je pense à personne. Je c'est quand je me mets en mode tu sais j'ai goût de faire des affaires que tu sais c'est prendre son destin en main un moment donné, c'est pas comme être végétatif là, tu sais genre. Surtout que tu sais en plus là quand le téléphone sonne, les chances que ce soit quelque chose de vraiment intéressant en plus. C'est ça, sais-tu comment tenir un burger? Je sais pas tu sais genre non mais on fait pas t'as l'air d'avoir une petite expérience traumatisante à partager. Je faisais pas de référence mais c'est peut-être que t'as eu cette expérience là. C'est tellement genre une bonne référence en ce moment. C'est vraiment c'est excellent. IW là récemment là. J'étais comme je peux pas croire que je fais ça. Genre je suis comme tu sais je vais peut-être couper sur montage parce que je veux pas dire ça là, mais t'es cancel, tu pourras plus jamais rentrer dans un IW. Mais comme t'es genre j'ai envie de créer un personnage et de faire de l'art puis en ce moment genre je fais comme Cheers avec un bucket de root beer. Puis c'est vrai qu'ils auditionnent comme ta main ou non. OK. Ben ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Mais mon audition c'était vraiment genre moi qui se retournait puis qui était comme j'étais genre puis comment qu'il fait là mais là les directives qu'ils te donnent t'es genre c'est impossible. T'es comme un peu moins heureuse, mais comme plus rapide, genre. Puis t'es comme, qu'est-ce que ça veut dire? Genre. Mais j'adore ce qui est vraiment positif avec ça, puis moi, c'est comme ça que j'ai fini, parce que j'en ai fait quand même pas mal quand je suis sorti de l'école de théâtre, de la pub, puis des contrats que j'avais crissement pas le goût de faire, mettons. Ben, tu dis, c'est payé en crisse. Puis tu dis, je vais prendre ce cash-là. Puis moi, j'ai fait, quand j'ai commencé, je faisais, avant de faire la télé, je faisais surtout du théâtre. Puis ça coûte cher quand même, faire du théâtre. Ça coûte moins cher que faire du cinéma, parce que le monde en théâtre sont mal payés. Ça, c'est pratique. Mais moi je voulais que mes projets aient lieu, puis tu sais je faisais les demandes de sub pour mes projets en théâtre, puis ça marchait pas, puis je rushais, puis je faisais ça dans des petites maudites salles mal isolées. Je suis content que tu dis ça, non mais c'est le fun d'avoir un exemple de quelqu'un qui a réussi ouvertement, mais j'ai eu plein de refus. Puis qu'est-ce que je faisais quand j'avais mon refus? Ben je fais j'ai fait une pub de La Source qui avait runné pendant 2 ans et demi où j'avais plein de je faisais un vendeur de La Source qui a plein d'ordinateurs portables. Il a créé une rig. C'était quand même drôle parce que l'accessoire c'était vraiment bon. C'était comme funné, mais
Mais je me faisais juste, tu sais, j'écrivais des livres puis des pièces, puis genre, quand j'allais à quelque part, le monde était juste comme « Hey, le gars de la source! » Je suis comme, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Sauf que j'ai fait quand même quelques dizaines de milliers de dollars avec cette crise de pub-là parce qu'elle a runné pendant 2 ans. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un de mes shows, c'était pas mon premier, mais un show que je voulais vraiment faire. C'était un show, ça prenait 15 acteurs. Ça coûtait quand même une beurrée, même si le monde n'était pas payé cher. Puis c'était à espace libre, fallait que je paye le théâtre, fallait que je paye mes concepteurs, fallait que je paye mes costumes, puis que je paye mes comédiens. Ben T'as tout payé de ta poche? J'ai eu de la billetterie, mais disons que j'ai payé la différence de ce que j'aurais eu avec une sub que j'ai pas eu. Ça m'a coûté 16 000 $. Puis sais-tu quoi? Il y a pas une scène de ça que je regrette d'avoir mis dans mon projet parce que ça valait la peine. Raison, parce que le monde l'a vu. Ça m'a mis un peu sur la map. Il y a 1200 personnes qui l'ont vu ce show-là, mais il reste que je trouve que ça vraiment valait la peine. Puis encore aujourd'hui, quand le monde me demande de ce dont je suis le plus fier, je dis hey, ça c'était un de mes meilleurs shows en 2014 à Espace Libre, ça s'appelait Tranche Cul. Puis ça a eu lieu parce que oui, c'est vrai, j'oublie que le titre fait réagir. Mais ouais, ce show-là a eu lieu parce que j'ai décidé, ben fuck that, je vais pas aller au Portugal. Je vais, même en fait, j'aurais pu aller 4 fois au Portugal. Tu sais, c'est. à Hawaï. Ah ouais, ça aurait été. Assez cher à Hawaï. 4 fois au Portugal, 1 fois à Hawaï. Tout le monde n'a pas à faire ça. C'est pas. Mais il reste que moi, j'en connais des musiciens, mettons, qui vont financer leur premier album. Tu sais, cher un album. Tu fais. Mais il faut le faire parce que tu checkes un peu. Parce que moi aussi, je suis là-dedans. J'ai fondé ma petite boîte pour faire mes films, tout ça. De prod? Ouais. Puis comme tu vois, moi, j'en fais plein des demandes de sub. Puis moi aussi, j'ai plein de refus. Puis à chaque fois, comme tu lis les affaires, puis comme si tu veux faire un premier film, faut que t'en aies fait un autre. Mais oui. Fait que là, t'es comme bon, ben. Fait que c'est ça qu'on se fait apprendre. Faut faire ça, exactement. Moi, c'est ça que je fais. Moi, j'ai mis de l'argent dans mes films. Puis à un moment donné, au début, tu fais un petit film, ça te coûte 600$. Mais à un moment donné, tu vas upgrader. Tu fais, OK, ça coûte 5 000$. Puis là, à un moment donné, Chris, t'es rendu avec 30 000$ pour faire un film. Puis là, genre, pour essayer d'avoir des sous à un moment donné, mais c'est comme ça que ça, tu sais, ici, on nous apprend. C'est comme, tu sais, il n'y a pas de confiance aveugle. C'est genre, fait qu'on t'es obligé de prendre ton destin en main. Là, comme je disais, c'est pour ça que je dis, tu sais, le téléphone sonne pas. Faut pas être végétatif dans la vie si tu veux faire ça, j'ai l'impression. Puis ça coûte cher, puis il faut. Puis j'ai relate à ton affaire parce que une année, moi j'ai fait une fois une pub aussi, puis c'est parce que je voulais vraiment faire un film. C'est ça. J'étais comme, je veux faire ce film-là, ça me tient en cœur. Puis j'ai fait une pub Vidéotron, puis c'était cringe parce que c'était des pubs web. C'était pire, c'était sur Instagram, puis TikTok. C'est bon, c'est la seule fois que j'ai fait ça de ma vie, puis c'était weird parce que, tu sais, je pense que mon truc, c'est genre jouer un influenceur qui venait d'avoir genre Vidéotron, puis moi, là, en tout cas, le monde qui me connaît, je suis l'acteur le moins influenceur de la planète. Là, genre, fait que j'étais tellement pas à l'aise, mais je voulais tellement faire mon film, genre, fait que c'est comme, puis je l'ai fait, puis ça, tu sais, c'était weird un peu pendant une couple de mois parce que c'était sur TikTok puis Instagram partout, mais ça c'est ça. Mais après ça, je me faisais pas reconnaître, puis après ça, le monde, ça fait des années, le monde a oublié ça, tu sais, mais comme, mais tu sais, je suis fier quand même parce que ça m'a fait un film, puis à cette heure, ben, je peux faire des dépôts. Fait que comme, tu sais, genre. Pour moi, associé à ça, il y a l'idée de, tu sais, surtout quand c'est des gens mettons, de l'extérieur qui font pas ce qu'on fait, la question va être tu peux-tu vivre de ton art? Puis je trouve pas que c'est une bonne question à poser parce que c'est pas parce que tu vis de ton art que tu fais des bonnes affaires, dans le sens. C'est ça. Je suis pas sûr. Tu sais, je suis pas sûr que j'ai le goût, mettons, tu sais, je pourrais écrire des téléromans. Être riche en tabarnak, là. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas, c'est payant, le cash est pas là. Puis je me suis bien plus accompli artistiquement, j'étais bien plus fier de moi avec des projets sur lesquels j'ai perdu du cash parfois. Mais là, en même temps, tous tes livres sont adaptés. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Pas besoin de faire de téléroman. J'ai plus besoin. Déjà, t'as au moins 6 livres, tu peux faire. Mais j'ai pas le goût de faire juste des adaptations non plus, tu sais. Mais tu sais, je fais quand même ça. Quand j'écris, tu sais, mon prochain roman, j'ai fait une demande de ça, puis j'ai été refusé. C'est vrai? Oui. Il aime ça, il est comme. Fait que c'est jamais gagné. Je trouve ça comme excitant. Parce que dans ma tête. Inspirant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est excitant que tu sois refusé. Tout le monde est tellement content. Non, mais je le dis justement pour voir ça. Il y a rien de ça qui doit être pris personnel. Tu fais, c'est qui était sur le jury ce jour-là? C'était quoi les autres projets? Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'éléments extérieurs à ton projet, justement, le jury, le timing, Après ça, tu sais, un petit 30 secondes, t'es comme mange toute la merde. Ben oui, c'est normal. C'est clair. Mais je pense que, tu sais, faut vraiment sortir cette idée-là. Après ça, il faut payer son loyer et son épicerie, c'est important. Mais il faut quand même pas toujours faire une adéquation, une corrélation entre
le fait de faire du cash et d'avoir une certaine réussite artistique. Je pense qu'il faut trouver une façon quand même de gagner sa vie, puis c'est bien. C'est plus comme tu peux aimer ça faire du cinéma comme comédien, mais tu vas être content d'avoir un rôle dans Stat parce que tu vas avoir de la job pour l'année. C'est ça. C'est pour ça aussi que moi je juge pas les gens qui travaillent, mettons, qui font des trucs qui m'intéressent moins. Je fais, tu sais pas c'est quoi le setup général. Peut-être que ce personnage travaille sur un esti de projet vraiment nice, mais qu'en attendant... Qui a besoin de payer. Ça me touche vraiment ce que tu dis, parce que c'est vrai que comme j'ai l'impression que vieillir, c'est aussi se réaliser que comme, genre... ça sera jamais comme on se l'est vraiment imaginé, tu sais, ce métier-là. Puis comme, là, peut-être qu'on passe sur un autre sujet, mais dans le sens, moi, je me souviens que plus jeune, tu sais, quand je rêvais de faire ça, tu sais, je me disais, je voulais faire, tu sais, comme tu disais tantôt, là, de l'art, des films. Comme, la réalité, c'est que c'est pas tout le temps ça. Puis, tu sais, comme, moi, au final, genre, ça me dérange pas aussi à cette heure de, comme, faire des séries hyper payantes où je m'épanouis peut-être moins artistiquement, mais après ça, j'ai la liberté financière de faire mes films, comme prendre du temps off pour écrire, développer mes projets personnels. Puis à cette heure, je suis vraiment, au contraire, même j'adore cet équilibre-là où je peux travailler 6 mois intenses sur des projets. Oui, je m'épanouis moins, mais après ça, tu sais, je peux prendre 8 mois où j'écris. Genre, et voilà! C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ça là, qui est le gros avantage. Puis je pense pas faut chier là-dessus. Puis même vieillir, moi, je me rends compte que ma vision a vraiment changé de tout ça. Puis je suis vraiment, tu sais, d'accord avec toi, Astor. Je suis content de ça. Puis j'ai une vieille règle qui m'a été donnée pendant que j'étais à l'école de théâtre, qui venait apparemment de Robert Gravel, grand homme de théâtre, dont ton école portait le nom. Il y a 3 critères que tu devrais, qui devraient être considérés quand tu acceptes une job comme artiste. Puis ça t'apprend 2 des 3. Le cash, la gang, puis l'intérêt artistique. Fait que tu peux faire un show pas payant qui est vraiment le fun avec des amis, c'est super. Tu peux faire un show qui est avec du monde que t'as haï, mais ça va être un maudit bon show, puis en plus tu fais du cash, c'est super. Mais quand t'en as juste un des 3, tu risques d'être insatisfait. À moins que ce soit vraiment, vraiment, vraiment payant. C'est ça. Mais c'est cool parce qu'il y a ça, il y a la gang, t'en parles beaucoup, tu sais, faire des projets avec des amis, c'est le fun. C'est le fun, maudit. Tu veux pas travailler avec du monde avec qui tu te fais chier. Puis si tu peux faire du cash sur un projet vraiment payant, avec des amis, mais là, c'est le gros lot. Signe pour 10 ans. C'est le rêve. Ben, nous autres, c'était. Pour en revenir je vais faire un lien haute démolition. Nice! C'est vrai? C'était ça. Non, mais tu sais, c'est quelque chose. Moi, j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie, faire un projet où les 3 critères étaient réunis. Puis, c'était avant qu'on explose, avant. Mais vous autres, j'ai retrouvé cette énergie-là où l'équipe est malade, c'est une famille, on s'aime, puis on se connaissait pas toutes, mais tu sais, ça a pas été long, hein? Tout le monde, l'équipe technique, de toute l'équipe, c'était comme la connexion était géniale, l'intérêt artistique était fort. Écoute, le livre, on avait tout capoté. Moi, c'est mon livre préféré de toi en plus. Je suis comme, c'est un super bon livre qui a été super bien adapté à la télé. Puis Christian a fait une super job à la réalisation. Puis en plus, c'était payant. Ben oui. C'est rare quand même que ça arrive. Là. Non, mais tu sais, c'est vrai. C'était comme. Il y avait quelque chose c'était euphorisant faire cette série-là. Il y a quelque chose, on savait. C'était rare, tu sais, c'est rare que je me donnais autant sur quelque chose, tu sais, quand je suis vraiment impliqué, tu sais, genre, mes week-ends, c'était vraiment pas des week-ends, tu sais, je pratiquais mes textes de la semaine, tu sais, souvent, des fois, j'étais un peu plus lazy sur des trucs de même, mais j'avais envie, tu sais, je voyais, voyons, Léane, Laurie-Jeanne. Ben, ça jouait Laurie. On a trop parlé du personnage, là, j'allais dire Laurie, mais oui, c'est ça, avec Léane, on se voyait les week-ends, puis tu sais, on écrivait. Après ça, on se faisait censurer, mais c'était pas grave. Mais d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, par rapport à apprendre des textes, parce que vous avez fait un numéro au bordel. On a regardé. Qu'on a regardé. Puis c'est vrai, il est sorti. Il est sur la page TikTok, je pense, de Série Plus. Mais il y a un truc qui m'a vraiment accroché par rapport au rythme des répliques. Comment ça t'a surpris la différence entre le jeu puis quand c'est pour faire l'humour stand-up, comme quoi c'était vraiment le public qui rythmait alors que le jeu, tout était comme calculé plus d'avance. Moi, j'en sais rien parce que j'en fais pas, mais fait que je serais curieux de t'entendre développer un peu là-dessus. Est-ce que les numéros de stand-up, tu pouvais un peu improviser avec ça, ou c'était vraiment écrit, mais ta manière de livrer était comme...
apprise différemment ou rythmée différemment? Ou comment c'était vraiment, c'est sûr que c'était différent de mon humour naturel. C'est sûr que, tu sais, comme dans tout ce que j'ai joué d'humoristique, tu sais, j'ai l'habitude de que ça passe plus par un tout comique, là. C'est pas juste... En fait, moi, j'aime ça, souvent, la comédie qui est pas jouée. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime faire, là, tu sais. De plus en plus, il y en a des projets de même, tu sais, mais quand j'ai commencé, il y en avait moins. Fait que c'était tough, des fois, de me reconnaître. Mais j'aime ça quand c'est pas joué, tu sais. Fait que souvent, quand, tu sais, je suis drôle, hein, en tout cas, moi, je trouve ça drôle quand c'est... T'es chaton Bardot, genre? Non, mais des affaires... des affaires de même, tu sais. Non, mais un humour qui est physique, qui est en même temps dans la face, mais pas juste genre tu sais, dans le gag de le dire, tu sais, pas juste vocal. Puis le défi, en tout cas en humour, c'est beaucoup ça, tu sais, il y a un rythme qui est tough à aller comme chercher. Puis c'est vraiment, tu sais, c'était quoi le... Attends, là, je partais dans ma tête. C'était le rythme des répliques, c'est dans ta manière de l'apprendre ou de le faire. Est-ce qu'il y avait place à l'impro ou pas vraiment? Ou... Il y avait vraiment place à l'impro dans le sens où je me souviens de stand-up qu'on a beaucoup... Que moi, j'improvisais full. C'est bien cool. Tu sais, ça a été beaucoup coupé là, dans la série, là, parce qu'à un moment donné, il fallait rentrer dans l'épisode. Là, mais il était parti pour une demi-heure. Moi, j'avais un texte, puis sincèrement, c'est parce que des fois... Puis comme je vous ai dit, j'étais un peu TDA. Fait que, tu sais, genre, j'oubliais mon texte, mais au lieu de l'oublier puis recommencer, je partais sur quelque chose, puis là je revenais, mais finalement c'est ces affaires là qu'on gardait, tu sais. Là je coûtais full cher à la production, mais j'interagissais avec les figurants, puis là ils devenaient des troisième rôles, fait que là Mané était comme arrête. Je faisais du crowdwork. C'est génial. C'était drôle ça. Incroyable. Mais fait que oui, c'est sûr que comme il y avait full de place à l'impro, ça on avait, tu sais, mais souvent tu sais, j'apprenais, tu sais, moi je pense que j'avais un document de 40 pages de stand-up pour la série, c'est pas tout qui a été gardé, mais avec Christian, souvent avant, on partait avec 1 heure de retard dans la journée parce qu'on s'assoyait ensemble, puis on se rendait compte que c'était trop long, fait on coupait, finalement, je réimprovisais là-dessus, tu sais, fait qu'il y avait du travail très organique. C'est vrai, il coupe pour mieux réimproviser, réajouter. Exact. Mais il y avait un travail très organique, puis tu sais, c'est sûr que sur le plateau, c'était plus difficile parce que c'était des figurants, tu sais, c'est comme, il n'y a pas une interaction organique, là, c'est drôle, ça se contredit finalement ce que je dis, mais contrairement, mettons, j'étais tellement stressé quand j'étais allé au bordel, puis tu sais, c'est comme d'avoir le vrai rire, tu sais, là, il y a personne qui rit, là, moi, quand je fais la série, là, tu sais, genre, ou quand ils sont payés pour rire, tu sais, fait que c'est comme... Les figurants, souvent, ils sont en silence, puis des fois, quand on fait leur plan, ils peuvent rire, tu sais, mais sur moi, pour avoir le son clean, ils peuvent pas rire. Fait que moi, je suis tout seul en train de faire mes gags, puis là, je suis comme... Tu sais, c'est tough des fois d'être bon, tu sais, souvent, j'entends souvent, même au podcast de Mike Ward, il parle à quel point, tu sais, c'est tough de reproduire du stand-up sur scène, puis c'est vrai, ils ont tellement raison, puis il y a tellement d'enjeux. Des fois, c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas bon ou whatever, ou parce qu'on a de la misère. C'est qu'il n'y a pas toutes les variables d'un show d'humour qui sont présentes quand on tourne. Qui nourrit aussi dans ton numéro. Qui nourrit, exactement. Tu sais, quand t'es au bordel, quand t'es dans un show, tu sais, il y a l'énergie du public que tu reçois, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose sur lequel tu vas improviser. Là, tout est tellement calculé, tu sais, dans une série, dans un film, que c'est difficile d'aller retrouver cette espèce d'instinct-là, d'art vivant, exactement. Puis il y a aussi tout l'enjeu où il y a quand même de la censure télévisuelle, dans le sens où on peut pas tout dire parce qu'il faut rejoindre un certain auditoire, ça va jouer à case horaire de 21h, fait que là, faut pas... Tu peux pas faire du Mike Ward. C'est correct! Ou tu fais une blague sur une marque, puis là, d'un coup, ben, tout le monde la trouve drôle, mais ça n'a pas été éclairé par le légal. On peut pas name drop tes trucs, fait que il y a tout ça que comme... ça, c'est sûr que c'est plus tough d'aller comme vraiment faire un portrait réaliste parce qu'il y a ces enjeux-là auxquels, malheureusement, on est obligé, puis c'est normal, c'est des affaires de politique, de diffuseur. Puis c'est pas, sincèrement, c'est pas si grave, je pense pas que ça affecte tant que ça, mais ça fait que c'est pour ça que ça sera jamais, mettons, la même affaire qu'être sur scène pour vrai, mais c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre, mettons, quand je jouais avec la gang, c'est sûr qu'il y avait quelque chose de plus... là, on se répondait, c'était plus... Je trouvais ça le fun, l'humour en gang, parce que, tu sais, il y a quelque chose... C'était plus vivant, là, comme oui, exactement, puis on se répond, tu sais... Je sais pas si je réponds bien à la question au final. Oui, ça c'est pas moi qui pose la question, mais j'ai eu les réponses que je voulais. C'est beaucoup dans l'écoute, en fait, la comédie. Plus que ce qu'on. Tu sais, souvent, c'est pas juste dire des affaires drôles, c'est dans l'écoute. Quelqu'un. Tu sais, c'est pour ça que l'art du comeback là, à la fin d'un show, c'est tellement important. Mais tu sais, il faut avoir cette écoute-là pour ramener quelque chose de drôle qui va bien closer une affaire, tu sais. Puis moi, ça me fascine parce que souvent, dans l'humour que je fais, qui est pas sur scène, là, c'est plus comme rendre une réplique drôle.
drôle, ben c'est plus dans des façons de formuler la phrase. Des arrêts des temps, là. Le nombre de fois, des fois... Le regard. Moi, ça me fascine quand j'écoute des captations d'humoristes en audio, à quel point t'es comme, pourquoi c'est drôle? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, il a pris une respiration. Ouais. C'est pas... le gag est pas si drôle que ça. Mais c'est ce qui en fait. Exact. Genre physiquement. Ouais. Et c'est drôle parce que tu parles aussi de l'écoute. Moi, la chose qui me marque le plus, c'est à quel point, quand j'ai compris ça m'a vraiment ouvert l'esprit. C'est que quand tu fais du stand-up, c'est pas un monologue que tu fais sur scène, t'es en dialogue avec le public. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que eux te donnent? La fille qui rit fort dans le coin en arrière, faut que tu prennes ça. Ouais. Le gars qui s'en calisse en avant, il faut que tu acceptes qu'il est là, puis s'il chiale, tu joues avec. Et quand t'es sur un scène 2, t'as pas le temps de t'ajuster, mais quand t'es sur un show d'une heure et quart, les humoristes vont être capables de filer la salle, comme je peux mettre ça en gras, mettre ça en italique, je peux alléger, alourdir, même s'il y a quelqu'un qui a fait une connerie au début du show, ben là tu fais un callback à la fin. Pareil, comme dans l'écriture elle-même du spectacle. T'sais, moi j'avais beaucoup réfléchi à ça avant d'écrire même le roman aux Démolitions. J'avais écrit un article pour le magazine Nouveau Projet sur le milieu de l'humour. Puis c'était vraiment parti d'une... Tu sais, j'avais travaillé un petit peu juste pour elle, j'avais fait de la mise en scène pour des galas. Puis ça m'avait vraiment intéressé. Puis en faisant... dans le fond, moi, ce que j'ai décidé de faire pour mon article, c'est écrire mon premier stand-up puis le roder dans des soirées d'humour. Fait que j'étais là au Jockey, au Terminal et tout ça. Puis j'ai quand même un gros bagage de scène. J'ai fait des solos au théâtre. Puis j'ai fait plein d'affaires. J'ai quand même joué des premiers rôles au TNM et tout ça. Puis... c'est l'affaire la plus stressante que j'ai faite. Je l'attendais! Pas easy brag, mais... Non, mais c'est un brag pour montrer à quel point finalement je suis la merde. Mais c'est que finalement, il y a rien qui accote ça en termes de stress. Ouais. Mais par contre, c'est comme du surf. Quand tu te plantes, mais quand tu pognes la wave, content, oh mon Dieu que c'est hot! Mais ça devait être buzzant, sérieux. Toi, c'est la première fois que tu faisais ça? J'étais même pas devant du vrai monde, tu sais, j'étais devant du vrai monde. Mais au bordel. Au bordel, ben oui, c'est sûr que c'était le fun de rire, tu sais. Puis en plus, le public, ça s'en va au bordel dans les open mic, ils sont hyper généreux, là. Même, j'imagine, j'aurais pas été trop bon, il y aurait eu quand même un vibe, le fun, ils sont vraiment généreux, tu sais. Mais je me souviens qu'au tournage, j'ai pris mon heure d'aller, tu sais. Moi, j'avais demandé qu'on tourne les stand-up à la fin du tournage, puis en ordre un peu. OK, vous avez fait en rafale? Ouais, exact. Les 2 dernières semaines, ou même 3 peut-être, on a commencé avec on a commencé avec toutes les petits... voyons, c'était quoi, les bordels, I guess? Ouais, les genres de... Ouais, on appelle ça le tarmac. Ah oui, c'est ça. Les comedy clubs, en fait. C'est ça. Ils ont commencé avec tous les comedy clubs et tout. Ensuite, on a fait le Lion d'Or, puis ensuite, l'Olympia. Puis c'était vraiment cool parce que en même temps, ça servait à la série parce qu'au début, c'est sûr que dans les comedy clubs, j'étais moins à l'aise et tout. Mais maintenant, on se sent. Puis, tu sais, à la fin, là, quand on est allé à Québec faire le Petit Champlain ou l'Olympia, je commençais à être vraiment à l'aise pour vrai. Tu sais, parce que j'étais comme, hey, ça fait 3 semaines que je fais des stand-up sur scène. Bon, je serais peut-être pas un bon humoriste si je sortais devant. Vraiment, mais après ça, sur scène, j'étais à l'aise, puis ça rendait ma performance un peu plus crédible. En tout cas, moi, je suis fier quand même de ce que j'ai fait. Ben, moi, j'ai quand même dit que pendant le tournage, j'ai dit à Étienne, hey, moi, je pense si c'est le genre de choses que tu voulais faire, tu pourrais le faire. Parce qu'il est vraiment drôle. Puis, tu sais, ultimement. Avec un auteur, mettons. Là, absolument, mais tu sais, ça aussi, je voulais le mentionner. Quand il est arrivé à l'audition, le petit calice, il avait tout réécrit. Puis, ça fait partie. Et je veux aussi dire que Léane avait fait la même chose. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles. Mais tu sais, moi, j'avais déjà un gros crush sur lui, puis je l'avais vu avant qu'on explose. C'était ça l'énergie que je voulais pour le rôle. Je le trouvais bon, je le trouvais drôle. Il y avait de quoi, il y avait son humour à lui. Puis ce qu'il a fait, quand il est arrivé à l'audition, ben il a dit je vais pas essayer de rentrer un carré dans un rond, je vais essayer d'être drôle. Je rentre dans ta tête, là, je présume. Non, c'est vrai. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui est proche de moi, de mon humour à moi, ce qui fait qu'il est arrivé, il a fait son stand-up, puis c'était très unique, tu sais. Puis je l'avais donné, cette commande-là. On l'avait, tu sais, le casting avait dit aux agents, là, tu sais, que les comédiens se le mettent à leur bouche, se le mettent à leurs mains. Mais tu sais, il y a du monde que c'était juste, ils l'ont rephrasé. Lui, il avait écrit les affaires, il avait travaillé avec Eric. Est-ce qu'il y en a qui sont restés dans la série? Oui, il y a des différences de toi, ça c'était bon ça. Ah oui, mais il est-tu resté dans la série? Oui. En fait, je pouvais juste faire des gags sur KO TV puis les séries de KO TV, puis c'était eux qui produisaient. C'est le seul truc que je pouvais name drop. C'est pour ça que t'as name drop Fourchette. C'était KO?
mais parce que Fourchette, ça a full, tu sais, comme l'affaire de Rouge Léger, j'étais genre. C'est vrai. Moi, je pense que Suzy Bouchard avait travaillé avec nous sur les. Non, je pense que c'est Léane qui a écrit. C'est Léane. Ah oui, c'est vrai que c'est Léane. Oh mon Dieu, oui, c'était bon. Moi, j'ai name drop l'œil du cyclone un moment donné. C'est vrai. C'est les seuls trucs que je pouvais. Mais oui, mais à l'audition, j'avais. Tu sais, mettons, je me sais, c'était un 3/4 de page peut-être. Puis avec mon ami Éric Bouliane, qui est un scénariste que j'adore et que j'ai commencé ma carrière avec, il m'a aidé. Il était vraiment fin. On a réécrit un 2 pages et demie de texte. Puis à partir de la même thématique, là, on s'entend, là, mais je voulais pas faire une autre affaire. Le gars, il s'en va complètement ailleurs. J'ai pris la même thématique, je t'ai gardé 2-3 phrases au final. Oh puis oui, je suis parti complètement changé. Puis je pense que, tu sais, j'étais dans les derniers, je pense, où je me souviens, là, quand j'étais arrivé, puis, tu sais, j'étais en même temps, je m'amusais, tu sais, j'étais comme. Moi, c'était ma volonté dès le début, là, tu sais, même quand j'ai reçu les textes de stand-up, c'était, tu sais, si c'est moi qui le fais, je voulais que ce soit plus. Les références soient plus proches de moi, tu sais. Je me disais, c'est la seule façon de le rendre le plus crédible possible avec les enjeux qu'on a, c'est que ça me ressemble, moi, même si je joue un personnage, parce que ça reste ça, j'ai l'impression que sur scène, ben, tu peux faire des personnages puis que ce soit drôle, mais j'ai l'impression qu'au final, quand tu connectes avec ton public et tout, il y a quelque chose de très... Faut que tu sortes la scène, puis il y a quelque chose de similaire à ce que t'es sur scène, mais que ce soit juste un peu plus upgradé. Ouais, le public aime pas ça, se faire mentir en humour. Le monde, tu sais, ce qui marche beaucoup, puis ça c'est vrai au Québec, c'est vrai avec les comiques américains, c'est vrai partout. Les gens, ils payent pour te voir, toi, être toi-même sur scène. Puis tu sais, tu peux leur mentir. Ultimement, finalement, les gens, ils grossissent ou ils inventent ou ils exagèrent les histoires, mais il y a personne dans un show d'humour qui va accepter un humoriste qui a l'air fake. Fait qu'il faut que ça vienne de toi. Puis c'est tough parce que, tu sais, moi, une chose que j'avais appris justement aussi quand je faisais ma recherche pour mon article, j'avais parlé avec Louise Richer. Elle dit, nous autres, on n'essaie pas de rentrer le monde dans un moule. On essaie d'aider le monde à découvrir qui ils sont, puis c'est quoi leur style, puis c'est quoi leur humour. Puis quand... mettons, Étienne est arrivé. Puis c'était vrai aussi pour Léane, parce que Léane a fait la même chose. Léane avait des bouts de stand-up à faire pour la série aussi. Mais c'est que Léane a fait quelque chose que juste Léane pouvait faire. Puis Étienne a fait quelque chose que juste Étienne pouvait faire. Ce qui fait que moi... Mais ça transparaît dans la série, vraiment. Il y a comme un naturel dans les textes. Là, puis tu sais, qui ça, je le dis, tu sais, Suzy puis moi, on a travaillé les stand-up, oui, mais ça relève d'Étienne puis de Léane. C'est eux qui ont fait le travail de se l'approprier. Parce que pour moi, c'était vraiment une question de... Dans les textes, on voit vraiment que toutes les personnages ne parlent pas pareil. Puis c'est vraiment une force d'être capable de faire, j'allais dire en tout cas, j'ai écouté une série récemment québécoise, je peux pas dire. Puis c'est vraiment bon, c'est super drôle. Oui, dis-le, mais let's go. Tout le monde parle comme quand même relativement pareil, puis tu t'entends que c'est l'humour de l'autrice, tu sais. Fait tu nous donnes des indices, mais je pense que tu vas dire de l'auteurice. Oui, c'est ça. Autrice, non, mais c'est parce que c'est excellent là, comme série, mais ça reste qu'il y a ça, alors que je trouve que dans Haute Démolition, toute leur humour est vraiment comme personnalisé, puis ils ont toute leur manière de s'exprimer, puis je trouve full que c'est une force là. Mais ça, c'est vraiment les comédiens qui ont fait un gros travail. C'est la liberté que vous nous avez donnée, que Christian nous a donné de faire comme, hey, ça c'est les thématiques dont on veut parler, puis après ça, tu sais, après ça, Preach, c'était un vrai humoriste, lui, il est arrivé, il a fait ses numbers, des vieux numbers qu'il y avait quand il commençait. Francis William, il réécrivait. Francis William, moi, il me fait rire, ce gars-là, tu sais, genre, hey, sincèrement, là, pour les trucs. L'animateur, c'est ça. Mais sincèrement, là, c'est ça, comme je dis, il faut rentrer dans l'épisode. Fait qu'il y a des affaires qui ont été coupées, mais les affaires qu'il a faites, c'est tellement drôle. Là. Ce gars-là, c'est un des gars qui me fait le plus rire. Là. Moi, j'aurais pu parler des dizaines de minutes, j'étais content là, genre de l'entendre, il me faisait rire. Mais tout le monde, chacun, on retravaille nos trucs un peu plus à notre sauce. Pour ça, en fait, qu'il y a, je pense, cette affaire-là. Qui se dégage, puis tant mieux si ça marchait. Puis tu sais, c'est moi de même que je travaille en général aussi, dans toute forme de travail de création, au théâtre, à la télévision, quand je suis en train de collaborer avec du monde, là, parce que quand je suis tout seul, ben c'est sûr que je suis moi devant mon ordi. Mais tu sais, moi en théâtre, je suis habitué, puis c'est drôle, j'en ai parlé avec beaucoup d'auteurs, j'en parlais récemment avec Fanny Britt, qui est une grande autrice de théâtre, puis je dis, hey, c'est tellement le fun de travailler avec Patrice Dubois, avec qui je travaillais cet hiver, parce que j'arrive avec une nouvelle version, là, on jase, on est comme telle affaire, ça marche pas, faut couper ça, faut transformer ça. Puis comme moi, travailler comme ça m'angoisse. Je peux pas, je suis pas assez solide. Je me remets trop en question. Ah ouais, ok. Tu sais, moi au contraire, j'aime beaucoup ça, mais j'ai quand même une grosse tête, puis je sais ce que je veux, puis je sais ce que j'aime. Ouais. Fait que mettons, si les gens disent ça c'est de la marge, comme je comprends, mais moi c'est ça que je veux faire. Fait qu'on va le faire. Ouais. Mais le reste, tu sais, je suis capable de. Quand quelqu'un arrive avec une bonne idée dans le travail, ça je fais.
let's go, c'est ça qu'on fait. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup ça, puis partir de ce que le monde est, de ce que le monde veut, c'est vraiment plus le fun parce qu'on avance en gang. Moi, je suis pas... quand j'écris des trucs, je veux pas dire « voici mon scénario parfait et il doit être réalisé tel quel » ou « voici ma pièce, elle doit être montée telle quelle ». Au contraire, moi, je m'assois, je suis comme « bon, moi, ce que je veux faire, là, c'est ça. » Je parle avec le réalisateur ou avec le metteur en scène. Je suis comme, là, mon but, là, c'est que cette idée-là ressorte, ce thème-là ressorte. Puis, des fois, le réal est comme, moi, je trouve que dans l'état actuel du scénario, c'est pas clair. On pourrait faire ça autrement. On pourrait amener ça. Ou des fois, c'est juste random, puis quelqu'un dit de quoi, un comédien sort de quoi de nono, puis d'un coup, c'est fucking drôle. Fait qu'on est comme, faut garder ça, tu sais. Mais d'être ouvert, d'être dans la... Puis de pas avoir d'orgueil, c'est cool de voir. Moi, je vois plus le scénario puis mes textes de théâtre comme des blueprints, des genres de plans de travail à partir desquels... Puis c'est pour ça aussi, mais après ça, c'est un luxe parce que ça veut dire que faut peut-être que tu aies une prod qui t'a permis d'avoir écrit, mettons, tes 6 épisodes avant que le tournage commence, ce qui fait qu'on a pu avoir des lectures, puis de suite aux lectures, tu as pu réécrire. C'est ça qu'on a fait, puis nous autres, ça a payé. Là, c'est ça, tu sais, ça fait une différence quand même. Puis des fois, le comédien arrive avec une idée. Des fois, c'est pas long que les comédiens finissent par mieux connaître le personnage que l'auteur. Fait que ça aide aussi, tu sais. Mais tu sais, c'est tous des trucs qui demandent du temps et de l'argent, malheureusement. Tu sais, ça demande... en théâtre, moi, je travaille actuellement sur l'adaptation de Royal avec Jean-Simon Traversier qui va être à Duceppe l'an prochain. On vient faire un intensif de travail de 3 semaines où on a lu, on a essayé des trucs, tout ça. Puis au final, ça veut dire que moi, il faut que je retourne à la planche à dessin puis que je réécrive. Mais si on avait juste fait une production où on commence, puis dans 3 mois, c'est la première, je l'aurais pas eu ce temps-là. Là, j'ai le temps. Fait que ça prend... Tu sais, c'est des décisions qui sont des décisions pas juste artistiques, qui sont des décisions de prod. Mais en fait, toutes les décisions de prod sont des décisions artistiques, mais il faut penser à comment on structure le travail pour justement avoir ce lousse-là. Parce que ça se peut aussi qu'un auteur soit stressé quand ils disent réécris ça. Parce qu'il est comme, oui, mais il faut que ça soit fait dans 48 heures, puis j'ai besoin d'y penser aussi. Mais t'as souvent travaillé sous pression, non? Dans des courts délais, je veux dire. Malheureusement, oui. Mais ça marche bien. Mais c'est ça fait que visiblement, toi, tu carbures à ça. Il faut quand même le préciser, tu sais, que comme, tu sais, oui, on a improvisé et tout, mais tu sais, sincèrement, tu lis les textes à Jean-Philippe, puis comme, c'est fucking bon. C'est bon tu lis ça, puis c'est facile à le dire en bouche. Mot pour mot, t'écris vraiment comme on parle, puis ça, c'est un gros talent, sincèrement. C'est vraiment bon pour dialoguer. En fait, t'es bon pour raconter une histoire, les conflits sont écœurants, mais en plus, tu dialogues bien, genre. Fait que tu sais, c'est comme, au final... Quand ils nous laissent la liberté d'improviser, c'est du bonbon pour élever la patente. Mais tu sais, la fondation, là, la base, ça paraît que tu travailles dessus longtemps puis que tout est réfléchi parce que c'est rare là, qu'on a changé quelque chose là, drastiquement. Là. Souvent, c'était plus comme à cause de la mise en scène. Ou qu'est-ce que Léane va me dire? Parce que Léane, souvent, elle rechange. Mais elle n'improvise pas, elle rechange les formulations de phrases. Ça, c'est son grand talent. Moi, je reçois ça, puis on avance là-dedans. Mais pour vrai, on écouterait une scène qu'on fait, on lirait le scénario, c'est la même affaire. C'est juste que c'est des petits changements de formulation. Puis vous les travaillez ensemble, comme tu disais. Ouais, full. Mais là-dessus, on a été chanceux parce que vous aviez une chimie extraordinaire, faut dire. Ça paraît tellement. Je me rappelle de l'audition comme. L'audition, juste l'audition. Spécial, c'était comme wow. Mais aussi, ça a marché. Vous étiez bon parce que la chimie était bonne. Vous étiez généreux l'un avec l'autre. Puis tu sais, Léane, qui est plus vieille que toi, qui a quand même de l'expérience, elle avait comme de quoi de cool aussi. Où j'ai l'impression qu'elle faisait un peu ce que Laurie fait dans la série, c'est-à-dire, tu sais, elle travaillait des fois des gags avec toi. C'était tellement intéressant de vous voir aller ensemble. Moi, je trouve ça magique quand ça s'invente pas, ça arrive. Des fois, t'es chanceux. Des fois, c'est pas là à l'audition, ça arrive. Des fois, c'est là à l'audition, puis c'est pas là sur le plateau. Puis des fois, ça marche tout le long, puis ça, c'est magique. Vous avez été super là-dessus. Non, c'était le fun. Avez-vous déjà travaillé ensemble? Non, jamais. On se connaissait même pas de temps. On s'était rencontrés quelques fois. De première. Même pas, je pense. Je me souviens plus, parce qu'on était à la même agence qu'on a commencé, mais tu sais, on s'était pas vraiment, on se connaissait pas personnellement, on s'était rencontrés quelques fois. Le pire, c'est que vous êtes encore à la même agence, vous avez switché d'agence. C'est ça. La même agence. Je la suis. C'est ça. Tout comme moi, d'ailleurs. En fait, les trois, c'est sûr, c'est drôle. On était, RBL, ça brassait dans la démolition, mais c'est, non, sincèrement, comme, on se connaissait pas tant avant, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est tout le temps quelqu'un que j'ai trouvé drôle, puis c'est juste, on se fait rire, puis elle me fait rire pour vrai, tu sais, fait que, tu sais, quand tu joues avec quelqu'un,
quelque chose de drôle puis qu'elle me fait vraiment rire, tu sais. Ouais. Des fois elle pensait que je niaisais, j'étais comme non, tu me fais rire, tu me fais rire pour vrai, tu sais. Puis genre les deux on se faisait rire, tu sais, puis je pense que ça paraît qu'on a du fun ensemble, puis tu sais c'était vraiment cool, tu sais. Même les fois qu'elle était pas là, j'étais comme mais tu sais c'est différent. Il manque de quoi. C'est ça. C'était nul quand elle était pas là. C'était nul. C'était bien ça là quand elle était là. Mon ami. Trop bon. Hey, on arrive à la fin. Ben oui. Ouais, il nous reste genre 4 minutes. Ouais. Fait que on va poser notre question de out. Ouais, de clôture. Ça n'a pas tant rapport avec la série, mais on voulait votre opinion sur comment vous trouvez la couverture médiatique des œuvres québécoises. Parce que nous, c'est pour ça qu'on a C'est un peu ça qui nous a motivés à partir le podcast. Ouais, parce qu'on trouvait qu'on avait comme pas assez... en tout cas, moi, quand je m'intéresse à un projet, je trouve qu'il me manque tout le temps de l'information par rapport à ça. J'ai l'impression de ne pas avoir tout le temps accès à comme la psyché des artistes puis de tout leur processus. Je suis comme, ça va vite, là, un truc, genre 5 minutes à tout le monde en parle, que les questions, genre, c'est pas tout le temps ce que moi j'aurais envie d'entendre. Fait que c'est ça. Vous, c'est quoi votre opinion là-dessus? Tu veux que je commence? Ouais. Moi, toi en premier. Sincèrement, je trouve ça veg, là. Tu sais, comme, puis je suis content que vous partiez quelque chose comme ça parce que c'est vrai que la formule de promotion au Québec, c'est très fast-food, là. Tu sais, genre, c'est très genre. Puis tu sais, si t'as 15 minutes, sincèrement, t'es chanceux. Genre, si t'as 15 minutes c'est de couverture. long, 15 minutes, là. T'es genre, wow, puis là, t'essaies de plugger des affaires. Ouais. Mais c'est très fast-food. J'ai l'impression qu'on n'est pas capable de bien, comme, tu sais, de promouvoir pour que le monde ait vraiment un intérêt, accroche, le monde le voit, tu sais. Ouais. J'ai pas de solution nécessairement, mais de ce que je vois, je suis comme, tu sais, c'est très veg. Puis même nos premières médiatiques, quand on tu sais, genre, c'est comme, c'est souvent, ça vole pas haut, les questions, les souvent débuts. les mêmes choses. Tu vois, dans les journaux, il y a un artiste, c'est genre, Étienne Gallois, dans une nouvelle série, puis après ça, c'est comme, c'est quoi ton personnage? Puis tu sais, c'est tout ça, les artistes. Il y a pas de profondeur. Tu sais, il y a du monde, tu sais, souvent, c'était des jokes, là, comme, il oubliait qu'est-ce que t'avais fait avant, puis t'es comme, tu sais, c'est Chris, c'est JP et Barry Guerrard, le ciboire, là, Hey, quand même! genre... C'est JP Barry Guerrard. Non, mais tu sais, que le monde se renseigne pas, ils ont rien vu. En fait, tu fais une entrevue avec quelqu'un qui a rien vu, ça arrive souvent au Québec, là. Tu fais une longue entrevue. nous a dit ça aussi. Nous autres, c'est le fun, on en parle avec vous. On le sent que vous l'avez écouté la série, puis vous avez aimé ça. Mais des fois, on se fait poser des questions, puis c'est comme, c'est quoi un peu ton personnage? Qu'est-ce qui se passe dans la série? Puis je suis comme, ok, ça va être ça, là. Tu sais, comme pourquoi, tu sais, genre, il n'y a pas un peu plus de. C'est ça, tu sais, c'est. De réel intérêt, dans le fond. C'est comme. Que le monde a vu les affaires, là, tu sais. Mais, fait que moi, je trouve ça très veg et très fast-food, très rapide, très peu. En fait, c'est comme c'était comme What's Next, c'est au prochain, on passe au suivant. Le plus de monde possible, en fait. Prochaine commande, prochaine série, prochaine. Puis c'est poche parce que, tu sais, après ça, je comprends le monde, tu sais, des fois, qui sont comme, qui voient moins, qui sont comme, hey, personne ne voit nos affaires. Mais c'est vrai, tu sais, que comme, tu sais, quand c'est tellement ça, on produit des affaires, on met tout notre cœur, puis après ça, c'est vrai que comme. Mais c'est souvent comment que c'est promu. Je pense que c'est j'ai hâte que tu rebondisses là-dessus parce que moi, après ça, tu sais. C'est même les films, en fait, souvent, tu sais, j'ai tellement de films que j'ai fait que comme. J'ai trouvé bon, puis j'ai trouvé différent, puis la promo est juste pareille. J'ai l'impression qu'ils ont une formule de promotion pour les séries puis les films, puis que c'est pas adapté à la personnalité du projet. Ce qui fait que, genre, ils ont un modèle de promotion dans lequel, pour faire tout fitter les affaires, mais il y a certains projets qui nécessitent des fois une promotion différente, plus éclectique, plus personnalisée, puis il y a pas ce modèle-là ici, en tout cas, il y a pas ça. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi, à beaucoup d'égards. Moi, je dirais que là où, en fait, ce qui manque peut-être, c'est de l'analyse plus approfondie des shows. Puis je pense que là où on peut l'avoir dans certains rares moments, c'est quand on est dans de la presse plus spécialisée. Fait un show de littérature qui parle d'un livre qui vient de sortir, je prêche pour ma paroisse parce que je fais de la radio, puis c'est un médium que j'aime beaucoup, mais moi, les plus longues entrevues, les plus détaillées que j'ai pu donner, c'était toujours à la radio. J'ai un livre qui sort, j'ai 20 minutes avec Marie-Louise Arsenault. Là, je peux en parler, on va dans le détail, c'est cool.
cool. Ouais. C'est vraiment trippant. Ouais. Tu sais, mettons, c'est juste de la TV. J'écoute pas, c'est juste de la TV, mais je l'écoute quand il y a des critiques des trucs que j'ai faits. Ouais. Là, c'est cool. C'est un show, je sais pas si c'est 1 heure ou 1h30. Bref, c'est un show complet. Juste la TV, c'est pas fait. Oui, c'est vrai. ils parlent juste de TV. C'est du monde qui en écoute beaucoup. Ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Fait que moi, je pense que quand on va avoir des analyses plus intéressantes, on va vers ça. Il y a des podcasts qui s'intéressent aussi à soit juste de la littérature ou juste du cinéma. Là, on a du fun. Mais effectivement, ça, c'est malheureusement souvent pas non plus des shows qui vont rameuter énormément de spectateurs parce que c'est du monde déjà un peu vendu qui vont aller écouter ça, des gens qui s'intéressent au médium. C'est pas tout le monde qui a accès à ces plateformes-là pour promouvoir. C'est ça. Fait que c'est assez limité, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est un problème. Après ça, tu sais, je suis pas... je pense que je suis moins pessimiste qu'Étienne parce qu'on a quand même... un gros luxe. Moi aussi, je suis d'accord vraiment. Puis c'est vrai que ça va trop vite. Des fois, t'es comme, t'as-tu juste... Je t'ai même pas demandé d'écouter la série. As-tu lu le communiqué de presse? Ça arrive, là. Il y a des fois où t'as des questions, t'es comme... par où? Ok, là, je veux pas te faire passer pour une conne. C'est qui ta blonde? T'es allé où la semaine passée? Puis je suis comme, ah, sérieux? C'est de ça qu'on va parler, là? Une fois, j'étais allé dans une première avec Catherine Brunet. Puis il y a une fille qui nous corner. Puis non, mais attends, c'est pas un brag finalement. Il y a une fille qui nous a corner dans c'était une première de théâtre, là. Elle nous a corner dans un coin du théâtre. Puis comme, hey, oui, je vous vois souvent ensemble. Nanana. Ben non! Est-ce que vous êtes un couple? Premièrement, là, Catherine, ça fait 7 ans qu'elle est avec son chum. Puis deuxièmement, je suis convaincu que j'ai pas le mot gay décrit dans le fond, mais je l'ai parlé une couple de fois dans la média. Si tu as lu, tu devrais savoir. Il y a des trucs quand même où t'es comme, voyons, calice. Ça n'a aucun sens. Mais cela dit, soyons quand même positifs parce que on a un star system au Québec qui est super chiant à plein d'égards, mais ça fait qu'on parle quand même si on en parle juste en 4 minutes, on parle quand même des projets. Et la culture locale, c'est beaucoup plus facile, mettons, pour quelqu'un qui a créé une série au Québec de rejoindre un public que de quelqu'un qui a créé une série canadienne à Toronto. Le monde au Canada anglais s'en calisse bien de ce qui sort au Canada. Ils regardent le marché anglophone at large. Fait que là-dessus, on est vraiment chanceux. C'est vrai, parce qu'on a notre bon propre microcosme. Ça veut-tu dire que ça pourrait pas être mieux? Non. Il y a 1000 façons d'améliorer ça. Puis je pense vraiment qu'on peut améliorer la façon de parler d'œuvres qui sortent au Québec. Tu sais, comme mettons, le cinéma, ça me fait capoter. Des fois, il y a des très bons films qui vont sortir au cinéma qui vont vendre moins d'entrées au cinéma que ce que je peux vendre avec un show de théâtre. Là. C'est fou. C'est fou raide. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment niché. C'est rendu super niché. À moins d'être le nouveau film de Louis Morissette ou de Martin Matt, c'est comme seul que le monde va aller voir. C'est tellement dommage, là, parce qu'il y a des beaux trucs qui peuvent se faire, des projets justement qui réussissent même pas à avoir des subventions parce qu'on est comme, on est frileux là, au niveau des projets ambitieux, là, justement, créatifs, en dehors de comme la comédie. Oui, mais moi quand je parlais d'Étienne, que je disais c'était Étienne que je joue le lead dans ma série, tout ça, puis le monde était comme, c'est qui? Ah ben c'est le gars qui jouait dans Qu'on explose. Puis le monde était comme... Avant qu'on explose, c'est un grand film. Mais ça a pas été vraiment vu parce que ça a été comme quand même mal vendu comme film là, tu sais, genre c'était pas la comédie que le monde pensait que c'était là, tu sais, ça a été vendu genre le Superbad, tu sais, genre. Puis au final, c'est quand même quelque chose moi j'ai beaucoup ri quand même là. Non, mais c'est très drôle, mais dans le sens il y a quand même quelque chose de très arty dans Avant qu'on explose, de plus lent, il y a 3 longues scènes de 20 minutes avec une psy, tu sais, genre c'est comme c'est genre tu sais, il y a pas c'est pas beaucoup découpé, tu sais, Rémi Saint-Michel le réalisateur, c'est quelqu'un qui aime vraiment genre faire des longs plans séquences fixes, tu sais, genre fait tu sais moi je trouve ça nice parce que tu sais comme tu mêles une réalisation contemplative à un texte hyper genre vif, éclaté, tu sais, puis moi c'est ça que j'aime, tu sais, mais tu sais c'est ça, tu sais, ce film-là a pas eu la bonne, tu sais, j'ai l'impression qu'on pensait pas que c'était ça, tu sais, genre, tu sais, ça a été vendu vraiment, tu sais, le poster, c'était comme un condom sur un missile nucléaire. C'est un très bon poster, d'ailleurs. Mais c'est un super poster, mais c'était peut-être pas la bonne façon de genre, en tout cas, tu sais. Mais fait que, bref, ça peut être mieux, mais moi, je suis quand même content qu'on ait des courroies de transmission pour parler de tout ça, même si on n'en parle pas parfaitement. Non, je suis d'accord avec toi, là. Non, mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de radio, il y a beaucoup d'émissions. C'est vrai que c'est le fun. Mais je veux pas avoir l'air là, de jeter sur tout. Au contraire, parce que je suis pas mon métier, fait que je sais pas plus comment bien. C'est juste que des fois, je trouve ça dommage que les belles œuvres tombent dans l'oubli parce que il y a tellement de choses à dire, il y aurait tellement de choses à comme ils sont passés dans le même entonnoir que tout le monde. Puis des fois, c'est la case horaire de la série ou le film qui a été qui est mal propulsé. Puis c'est pas, tu sais.
Ouais, t'sais. Mais au moins, peut-être faudrait quelque chose de plus accessible pour après. Parce que, tu sais, au pire, c'est vrai qu'en salle, c'est vraiment tough, anyways. Là, la télé, au moins, ce qui est le fun, c'est quand même le monde réussisse à écouter des affaires quand même si la promo est mollo. Parce que le monde ont la télé, puis là, la plupart des grands diffuseurs ont fait des plateformes. Ça, je trouve ça épique, sincèrement. Même que TVA, Nouveau, Radio-Canada, maintenant Télé-Québec a une plateforme. C'est le fun parce que tu peux aller chercher à la carte ton affaire, puis pas avoir le câble, puis ça, c'est la meilleure affaire. T'sais. Mais en cinéma, c'est vraiment tough quand un film est plus en salle. C'est compliqué. Genre des vieux films. Il y a comme l'ONF, mais des vieux films. Prêt à payer, comment je vais l'écouter? Je veux l'écouter, ce film là, de 1980 de telle personne. Mais. Puis en plus, on est à Montréal, on est chanceux, on peut aller au cinéma moderne ou à la Cinémathèque quand il y a ils vont montrer des vieux films, tout ça. Mais je me dis, du moment que tu n'habites pas à Montréal, tu n'es pas proche, disons, d'un cinéma qui a une offre comme ça, tu es un peu pogné avec ce qu'il y a au Cinéma Galaxy à Victoriaville. Bon, ben, sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Hey, c'était tellement cool. Merci. 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 Faut l'aimer. Merci. 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 Merci.